Bonsoir à tous et à toutes. Merci. Philippe, tu peux juste allumer 2 secondes, s'il te plaît? Ah ouais, la salle est remplie, c'est cool. Tu peux éteindre, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Ça va, le micro est pas trop fort? Non, c'est ok. On a eu des petits problèmes de son, c'est pour ça qu'on a eu un petit décalage. On a failli pas avoir de son, le faire a cappella et tout, c'était un peu compliqué. D'où le petit stress avant de rentrer, voilà. Merci d'être là avec nous ce soir pour la 10e soirée du vivant. Petit rituel que j'aime bien faire quand je commence les soirées. Pour qui est-ce la première soirée du vivant, s'il vous plaît? Vous pouvez lever la main? Cool, un bon 20% à peu près. Super. Pardon? C'est le baptême, c'est ça, c'est le baptême. Comme son nom l'indique, les soirées du vivant sont des soirées autour du thème du vivant. On peut parler de l'être humain, de sa relation au monde, à lui-même, aux autres. Il y a eu même des soirées qui étaient autour du vivant un peu plus large. Vous le verrez, je vous en parlerai en fin de soirée. Il y a d'autres soirées qui vont arriver en décembre et en mars qui vont être complètement différentes de celle-ci. Donc l'idée, c'est de vous accueillir sur ce thème-là. Et cette soirée est un peu spéciale. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait presque 2 soirées d'affilée sur l'hypnose. Il y a des retardataires. Quand les gens rentrent, je vous demande de les applaudir très très fort, s'il vous plaît. C'est très important d'accueillir de manière chaleureuse son public. Donc je disais, j'ai fait une soirée du vivant sur l'hypnose au mois de mars l'année dernière, avril-mars. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs réactions sur les réseaux et il y a une question qui m'a été posée et quand j'en ai un peu parlé autour de moi, ça a un peu résonné. La question, c'est le thème de cette soirée, c'est comment l'hypnose soigne. Bonsoir. Il y a des places, vous allez voir. Donc le thème de cette soirée, c'est comment l'hypnose soigne. C'est une d'entre vous qui m'a posé cette question et j'ai trouvé l'idée intéressante. Le petit défi de cette soirée, vous allez voir, c'est que pour répondre à cette question, pour essayer de vous emmener là-dedans, ça va être un peu technique. Mon objectif, ça va être de rendre le technique vulgarisable et d'essayer de passer une bonne soirée autour de ça. Et l'idée, c'est pas juste de répondre à cette question pour que vous puissiez partir en disant « Ah, super, l'hypnose, ça soigne grâce à ça, grâce à ça, grâce à ça », mais plutôt que vous puissiez également en tirer des trucs pour vous. Donc, je vais essayer de vous emmener dans ce voyage-là. Et comme d'habitude, je vais vous raconter plein d'histoires et je vais également vous faire 2-3 petits jeux. Vous allez voir, ce soir, j'en ai 2 qui sont assez sympas. Et on terminera par un dernier ici sur scène. Donc, juste avant de commencer, j'aime bien vous donner la parole. Merci. Je suis très touché en plus, c'est des amis très proches. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse très fort. Vraiment, merci. Donc oui, je disais, avant de commencer cette soirée et d'y aller, j'aime bien un peu de vous donner la parole. Pour vous, de ce que vous en connaissez, alors il y a peut-être des hypnos parmi vous, il y a peut-être des thérapeutes, des psys ou des gens qui ont vécu ça. Si moi je vous posais cette question, comment l'hypnose soigne? Manu, fais ça, tu vas voir, c'est plus simple, il n'y a que 2 places là. Tu vois. Ouais. Donc si je vous posais cette question, comment l'hypnose soigne, comment vous y répondriez? D'après vous, selon vos perspectives, selon, je sais pas, peut-être vos croyances, d'après vous, comment ça fonctionne? Comment l'hypnose peut soigner? Allez-y. Et n'ayez pas peur, il n'y a pas de conneries, on peut y aller. Eh bien, je pense que le rôle de l'hypnothérapeute... Non, excuse-moi. Vraiment, comment l'hypnose soigne? Là, vous êtes en train de partir chez l'hypnothérapeute, c'est hyper intéressant, mais comment l'hypnose soigne? De faire le pont entre l'inconscient et le conscient. Ok, c'est faire le pont entre le conscient et l'inconscient. Prise de conscience. Ok, prise de conscience. C'est amener l'autre à se centrer sur soi. C'est encore différent, ça. Amener l'autre à se centrer sur soi. Vous allez voir que cette notion de conscient-inconscient, je vais un peu la démonter ce soir.
Se centrer sur soi, il y a des choses dans lesquelles on va aller, effectivement. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez entendues, que vous avez vues peut-être? Les traumas, pour aller chercher le traumatisme. Alors, ouais, ça va chercher les traumas. J'aurais bien aimé comment, qu'est-ce qu'on fait? Des changements de perception. On peut faire des changements de perception aussi avec l'hypnose, effectivement. C'est créer un process d'acceptation. Créer un process d'acceptation. Ok, je prends. C'est beaucoup là, il y a personne qui flippe tous. Faire parler le corps aussi, Faire parler le corps. le ressentir. Putain, c'est pas une stagiaire pourtant. Effectivement, faire parler le corps. Vous verrez que dans notre vision des choses, dans ma vision des choses, le corps est central en fait. Vraiment central. Ouais. Autre chose? Il y a le moi-peau. Le Le moi-peau. Ouais, ça va ensemble. Le moi-peau, le corps. Ok. Pour répondre à cette question, en fait, ouais, ça va le micro? Je suis un peu monté dans les watts. N'hésitez pas à me faire comme ça, hein, si des fois j'ai des élans. Pour répondre à cette question, on va faire un petit chemin en arrière. On va remonter il y a à peu près 200 ans. 200 ans, quand l'hypnose a commencé à naître. Et en fait, l'hypnose, ça vient... Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Mesmer, pas le Canadien, le mec qui faisait du magnétisme, de Braid, etc., de toute la clique. Non, je vais me focaliser vraiment sur les deux personnages qui ont été centraux dans l'histoire de l'hypnose, que sont Bernheim et Liébaud, d'accord ? En règle générale, quand je dis ça, on me dit « et Charcot ». Alors, je vais la faire très rapidement. À l'époque, il y a 200 ans, il y avait deux grandes écoles qui se mettaient sur la tête. Il y avait Nancy, Paris. À Paris, on avait un neurologue qui s'appelait Charcot, qui était persuadé que l'hypnose était un état nerveux dû à de la psychopathologie, et il s'amusait à faire des grandes démonstrations dans des amphithéâtres où il prenait tous ses patients et il leur faisait faire des tours plus magnifiques les uns que les autres. En fait, il n'a pas vu qu'il s'était juste amusé à faire en sorte de conditionner ses patients, et ses patients répondaient juste comme il avait envie, quoi. Et de l'autre côté, il y avait un médecin qui s'appelait Liébaud, qui lui pratiquait l'hypnose de manière complètement différente, qui avait un dispensaire et qui faisait, à l'époque de l'hypnose, son idée à lui, c'était de dire que l'hypnose était juste un état nerveux qui était proche du sommeil, et que dans cet état-là, effectivement, on pouvait communiquer. Alors, on ne parlait pas d'inconscient encore à l'époque, c'est venu un peu après, et qu'à partir de là, on pouvait changer les choses. En fait, il faut savoir que Charcot a été dégagé, d'accord, très rapidement. L'école de Nancy l'a mis complètement de côté. Et en fait, c'est un deuxième monsieur qui s'appelle Bernheim, qui était l'élève de Charcot. Et c'est là que ça devient intéressant. En fait, donc, on a d'un côté Liébaud qui s'amuse à faire des séances et qui était médecin, et Bernheim qui le rejoint et qui est formé. Et en fait, le vrai clash, il vient de là. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer, et c'est dans ces réponses-là, en fait, que les hypnos se sont plantés complètement. On va commencer avec le premier. Liébaud, lui, donc, il disait, je la refais, que l'hypnose est un état à part entière du système nerveux qui serait entre la veille, le sommeil, un truc comme ça, et que dans cet état-là, effectivement, on pourrait connecter cette notion d'inconscient pour arriver à soigner les gens. Je vais vous raconter l'histoire. J'aime bien les silences. J'ai 41 ans. Imaginez, j'ai 32 ans, je viens d'ouvrir mon cabinet. À l'époque, je suis formé à l'hypnose directe et rapide. Vous savez, dormir-sommeil, là. Je fais ça, on m'appelle Lucky Luke, je couche toutes les personnes qui touchent ma main, c'est OK Choral. Et j'ouvre un cabinet dans lequel je commence à faire de l'hypnothérapie, comme on me l'a enseigné. À l'époque, je suis formé à plein de courants différents. Et je reçois un jour une dame de confession musulmane, qui vient avec le voile et qui vient avec sa fille, qui doit avoir une vingtaine d'années. Elle s'assoit, sa fille se met à côté. Et là, la dame, d'une voix très calme, me dit « Voilà, je voudrais que vous me fassiez arrêter de fumer. » À l'époque, j'étais persuadé que j'étais capable de faire arrêter les gens de fumer grâce à l'hypnose, grâce aux super trucs aux techniques qu'on m'avait données. Et donc, cette dame, je lui dis « Ok », je fais une petite anamnèse, on passe 15 minutes à discuter, puis je la mets dans le fauteuil, elle s'assoit tranquillement. Et là, je sors tout mon arsenal d'hypno. Je commence par un test, je lui colle les doigts.
Et puis une fois que j'ai collé les doigts, je fais les mains lourdes. Derrière, je la fais plonger dans un état de transe hypnotique très profond. Je la refais venir, je fais une rupture de pattern où elle plonge encore plus profondément. Je lui fais lever une main, une deuxième main, un pied. Et là, il y a la fille sur le côté qui est blanche. D'accord, imaginez la gamine de 20 ans qui est là à côté, qui voit sa mère dans tous les sens, dormir, remonter. Et moi, j'ai l'impression que je suis un king. D'accord, imaginez-moi, moi je suis au taquet, le mec qui maîtrise, nickel. Une fois que j'estime que l'état d'hypnose est bien installé, comme on me l'avait donné, c'est-à-dire que concrètement j'ai tous les signes ce qu'on appelle les signes d'hypnose, la personne elle est léthargique, enfin bref, j'ai noté tous mes stades, on est dans un stade a priori profond, d'accord. Elle répond à toutes mes suggestions, j'aurais pu demander d'être un lapin, elle aurait été un lapin, d'accord. C'était assez génial. Et là je fais ma séance, d'accord, je fais ma séance classique, je ne sais plus à l'époque, je crée, je ne sais plus, il y a du dégoût, du machin, enfin bref, j'ai tout mon protocole qui dure 30 minutes, je fais ma séance. Mais une séance d'école. C'est-à-dire que si je la filme, je la montre dans toutes les écoles d'hypnose qui font de l'hypnose directe et rapide, on me fait bravo. Je fais ma séance. Et là, je fais revenir la dame. La fille, elle n'a pas bronché. Elle est comme ça. Elle se dit, putain, si jamais il me regarde, je vais y avoir droit aussi. D'accord ? Elle ne bouge pas. Il y a un silence de mort. Et là, la petite dame ouvre les yeux. Elle me regarde, elle prend bien 5 secondes à me regarder. Je vous garantis, c'est long, 5 secondes. Hein. Elle me regarde. Et elle me dit, tiens, pas le don, toi. Je dis, pardon ? Elle me dit, non, tiens, pas le don. Je dis, mais de quel don vous parlez ? Elle me dit, mais t'as pas le don d'hypnose. Je dis, mais de quoi vous parlez ? Tu m'as fait de l'hypnose, mais j'ai pas dormi. Et alors là, tout s'effondre. C'est-à-dire que dans sa tête, forcément, hypnose égale dormir, moi j'avais tous mes signes, tout était parfait, elle a pris toutes les suggestions. Et il n'y a rien qui fonctionne. Vous vous doutez comment mon ego qui est passé de là est passé à là. Et derrière en plus, vous pouvez ramer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui passe, terminé, merci, au revoir, elle m'a donné mon argent, je ne l'ai plus jamais revu. Et bien entendu, elle a fumé derrière, à peine sortie du cabinet. Bah oui. Parce qu'en fait, dans cette vision de l'hypnose, qui nous vient en directe ligne de Liébaud, dans les années 50, quand l'hypnose expérimentale est passée, il y a encore des grands courants qui se tapent sur la tête pour savoir si l'hypnose était un état de conscience à part entière, etc. Enfin bref, il a été montré il y a 10 ans qu'il n'y a pas d'état d'hypnose. Il existe des patterns cérébraux, il existe des manières de percevoir le monde, mais il n'y a pas d'états cérébraux en lien avec l'hypnose. Il n'existe que 4 états cérébraux, la veille, le sommeil paradoxal et le coma. En dehors de ça, alors si vous auriez l'obligeance de couper votre téléphone, ok ? Donc premièrement, il n'y a pas d'état d'hypnose. Donc ici, de chercher un état d'hypnose, se dire que en fait, l'hypnose soigne grâce à l'état d'hypnose, complètement faux. En plus, il a été montré dans les années 80, 90 et 2000, il y a eu plein d'études qui ont été faites où on s'est amusé à mettre des gens dans des soi-disant états d'hypnose, où derrière, on a pris des gens qu'on n'a pas mis en état d'hypnose, on leur a fait tous des suggestions, et en fait, le pourcentage de réussite des suggestions n'a rien à voir avec l'état d'hypnose. Donc c'est un peu bizarre. Deuxièmement, on nous parle beaucoup d'inconscient, d'accord ? Ça aussi, c'est une tradition très hypnotique. En fait, il faut savoir que la notion d'inconscient vient de l'hypnose. Alors c'est d'abord, Freud a été formé, pour la petite blague, Freud qui a créé la psychanalyse, je ne sais pas si vous le savez, mais il a été formé par les 3 grands à l'hypnose, Charcot, Liébaud, Bernheim, ceux qu'on a parlé ce soir. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appris l'hypnose, il a enlevé ce que lui ne trouvait pas pertinent, et il a gardé ce qu'il trouvait intéressant, la libre association, le fait de se relaxer, etc., pour créer la psychanalyse et faire son courant après. Et c'est lui qui a commencé le premier à parler d'inconscient, parce qu'en fait, il a observé que les hypnos parlaient à la personne, mais ne parlaient pas vraiment à la personne. On a commencé à avoir cette notion d'inconscient qui est arrivée, puis c'est arrivé une notion d'inconscient personnifié, et puis plus tard, dans les années 1900, 1950, il y a Hilgard qui a commencé à parler d'observateurs cachés, blablabla. Bref, je vous la fais en version courte. Depuis à peu près une centaine d'années, certains courants en psychologie pensent que, en fait, il y a 2 parties de nous-mêmes. Il y aurait une partie conscient, vous, qui êtes là, qui m'écoutez, qui n'êtes pas capable de parler, et une partie inconscient, comme s'il y avait une deuxième personne qui était derrière,
qui écoutait tout, qui filtrait, et qui faisait un peu ce qu'il voulait. Et en gros, quand on fait de l'hypnose, le conscient, c'est-à-dire vous, on l'éteint, et on va parler directement à tonton qui est derrière. En fait, il a été montré que c'est complètement faux, que ça ne marche pas comme ça. En fait, la notion d'inconscient, ça a été pareil montré il y a à peu près une quinzaine d'années avec la notion de cognition incarnée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un courant de pensée en psychologie qui a montré un truc assez génial. Ils ont montré deux choses. Ils ont montré que, un, il n'y avait pas d'inconscient à part entière, psychologique, et que, deux, en fait, l'inconscient, c'était votre corps. Ils ont montré, en fait, qu'on ne peut pas séparer votre esprit et votre corps. C'est-à-dire que vos pensées, votre vécu émotionnel, votre vécu sensoriel, votre vécu physique, tout est lié. Et qu'en fait, il n'existe pas d'inconscient, mais il existe des processus inconscients. Et ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, vous m'écoutez parler, alors il y a des personnes qui disent « Waouh, c'est génial », d'autres qui disent « Il est complètement à côté de la plaque », d'autres qui se font chier, hein, d'accord ? Ça, c'est votre truc. Mais pendant que vous m'écoutez, vous n'êtes pas conscient de 98% des trucs qui se passent dans votre corps. Vous n'êtes pas conscient de votre respiration, peut-être maintenant. Vous n'êtes pas conscient de la position de vos pieds, peut-être maintenant. Et en gros, vous ne contrôlez quasiment rien de votre corps. Hein. Vous ne contrôlez pas la taille que vous faites, vous ne contrôlez pas la tête que vous avez, vous ne contrôlez pas les échanges chimiques, les échanges gazeux, vous ne contrôlez même pas la manière dont vous faites des apprentissages et générez des automatismes. Et je pense qu'il y a des sportifs dans la salle. On a l'impression qu'on contrôle notre corps parce qu'on fait ça. Hein. Mais toute personne qui a fait du sport sera très vite contre ce que tu veux faire. Et ce que tu fais, il y a ça. Hein. D'accord ? Ceux qui ont fait des arts martiaux, du foot, du machin. Donc en fait, cet inconscient, c'est votre corps. Et c'est là que ça devient intéressant. Gardez-le dans un coin de votre tête parce qu'on va revenir sur le corps. Deuxième courant de pensée qui a essayé d'expliquer comment l'hypnose marche. Je vais vous raconter une histoire là aussi. Ah ouais. Deux histoires. Toujours à l'époque, il y a une dizaine d'années, je reçois un monsieur tout petit, chauve, qui s'excuse à peine presque de rentrer dans le cabinet. Il s'assoit, tout penaud, et il me regarde. Je dis « Ok, pourquoi vous venez me voir ?» Il me dit « En fait, j'ai du psoriasis, je voudrais savoir si par l'hypnose on peut le traiter, etc. » Et effectivement, on peut faire plein de trucs, alors pas qu'avec l'hypnose, mais en thérapie, on peut faire plein de trucs avec le psoriasis. À l'époque, encore une fois, très sûr de moi, je me dis oui, on peut faire. Je fais mon anamnèse, ça dure 10 minutes, et je décide d'y aller en frontal, par la suggestion directe. Je vous jure que ça se passe comme ça. On est dans le cabinet, je fais dormir sommeil, comme je fais d'habitude, je me lève, je pose la main sur son crâne, et je lui dis, à partir de maintenant, ton inconscient va m'écouter et je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, et le psoriasis va complètement disparaître. À partir d'aujourd'hui, le psoriasis disparaîtra complètement. 1, 2, 3, le psoriasis a complètement disparu. Et je fais mon truc. Ça dure 5 minutes. 5 minutes, ouais, ça va vous faire marrer. Hein. 5 minutes. On fait la séance, il me donne l'argent, il se barre. 3 semaines après, il revient. Et d'après vous, il se passe quoi ? Allez-y. Absolument pas. Il arrive et il me dit « Mais vous êtes un magicien !» C'est exactement ça, Jésus. Bon, il manque un peu les cheveux longs, mais puis quelques kilos de trop. Hein. Mais il me dit « Mais c'est énorme ! 48 heures, plus de psoriasis, plus rien. » Alors là, vous comprenez bien que là, encore une fois, mon ego... t'es le roi du monde. Si vous mettez 2 secondes, c'est ça qui est intéressant avec l'hypnose. Hein. C'est pourquoi il y a plein de personnes qui vont vers l'hypnose. Je ne dis pas que c'est tous, mais il y a beaucoup de personnes qui vont vers là. C'est que concrètement, l'hypnose, on vous vend le fait que vous allez un peu pouvoir prendre le contrôle des gens quand même. Que grâce à quelques techniques, vous allez pouvoir passer des trucs et prendre un peu le pouvoir. Ça fascine, hein. Ça fascine. Mais on pourrait se dire, c'est cool. Mais bien entendu, il a bien fallu que la réalité me ramène dans le droit chemin. À la même période, je reçois un grand gaillard, un mec de 50 ans, prof de sport, qui fait du surf, du rugby, une armoire à glace, hein, le mec. Il arrive, il vient me voir,
C'est une histoire que j'ai déjà racontée à mes stagiaires. Il s'assoit devant moi et il me dit, voilà, ça fait 25 ans que j'ai une sciatique. 25 ans que j'ai une sciatique. C'est une horreur sans nom. Tous les jours, je l'ai. Dès que je fais du sport, je l'ai. Alors, je suis en foot sport, mais je me fais mal à chaque fois. Et il me dit, voilà, on m'a parlé de vous. Il paraît que vous faites des miracles. Donc, j'ai fait un miracle. Je me mets devant lui, je fais la même séance, hein, grosso modo, boum boum, on fait la séance. Et il part. Il revient me voir 2 semaines, 20 jours après. 20 jours. Il s'assoit face à moi, et au moment où il s'assoit comme ça. Donc dans ma tête, je fais « Merde ». Jésus, pas encore. Mais vous allez voir, c'est pas là le plus intéressant. Il s'assoit et il me dit « J'ai passé les 17 meilleurs jours de ma vie. » Il me dit « Je suis sorti de là. Plus aucune sciatique. J'ai fait du sport comme un dingue pendant 17 jours. J'ai refait du surf sans douleur, à tel point je suis reparti courir, énorme. » Donc là, je lâche. Alors, il est où le problème? Il me dit, en fait, le 18e jour, j'avais rendez-vous avec mon neurologue. Et quand je suis rentré, j'ai dit à mon neurologue, regardez, j'ai plus mal. Le mec, ça fait 20 ans qu'il suit. 20 ans. Il y a un jeune con, en 10 secondes, il lui fait sauter la sciatique. Donc imaginez lui aussi ce qu'il ramasse. Donc il arrive, il dit, c'est génial, fabuleux, super, hypnose, top, machin. Et là, le neurologue le regarde et lui dit, ne vous réjouissez pas. Vous savez, l'hypnose, c'est que de la relaxation. Donc ce qui a dû se passer, c'est qu'après la séance, vous étiez un peu relâché. Vos muscles ont dû un tout petit peu déspasmer. Mais vous savez, ça va revenir. Le mec se lève, ferme la porte, la sciatique revient. Oui. Sauf que derrière, il revient. Et il me regarde, il me dit, refaites votre magie. Sauf qu'entre un hypnothérapeute, qui n'est pas encore docteur en psychologie, et un neurologue, qui c'est qui a le plus de poids? Le neurologue. À partir de là, mes suggestions n'avaient plus aucun pouvoir. Et je vais vous faire un petit exercice pour ça. Je voudrais juste que vous compreniez. Vous allez voir, je vais demander à 3 ou 4 personnes de monter sur scène, ça va être drôle. Non, ça va être gentil, hein, c'est pas 2 qu'on va... Mais juste avant ça, en fait, la deuxième manière d'expliquer comment l'hypnose soigne, ça vient de Bernheim, qui était le partenaire, qui était l'élève de Liébaud, qui lui a dit cette phrase en 1908, je crois. Il a dit « Il n'existe pas d'hypnotisme, il n'existe que de la suggestion. » C'est-à-dire que pour lui, la seule chose qui a du pouvoir, c'est la suggestion. À partir du moment où je fais une suggestion à quelqu'un, ça va matcher. Sauf que bizarrement, ça ne matche pas tout le temps, et tout le temps comme on l'attend. Mais pour essayer de vous l'expliquer, je vais vous faire un petit jeu. Je voudrais 3 ou 4 personnes, s'il vous plaît. Vous allez voir, c'est très simple. Je ne vais pas faire d'hypnose avec vous ni rien, ça va être un jeu assez sympa, vous allez voir. Je voudrais 3 ou 4 personnes, s'il vous plaît. Montez, allez, venez. Vous battez pas, hein? Allez, venez, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Alors, c'est dommage, j'ai pas de petite tablette, mais on va le faire quand même. Venez. Oh putain, il y a un dessinateur en plus, génial. Votre prénom? Dominique. Dominique. Oh, je te fais la bise. Hein. Bonjour, doucement avec le... Oui. Ok. Tiens, je te laisse une feuille. Une feuille. Un stylo. Je vais vous demander de vous mettre chacun dans votre coin. Alors, il y en a une qui peut prendre la tablette si vous voulez pour s'appuyer, l'autre qui peut se mettre là. Il y a un petit piano derrière si vous voulez, plier la feuille en 4. Mettez-vous chacun dans votre coin. Je vais vous donner des consignes, ok? Mettez-vous... tiens, assis, mets-toi là. Voilà, je veux pas qu'elle te voie. Attends, viens. Voilà ce qui va se passer. Vous dites rien, d'accord? Vous ne dites rien, s'il vous plaît. Je vais vous demander de dessiner un animal. Ok? Donc, vous allez dessiner un animal. Mais cet animal a quelques particularités. D'accord? Vous allez laisser faire marcher votre imaginaire et vous faites l'animal qui vous vient. L'animal que vous allez dessiner a 2 paires de cornes. 2 paires de cornes. 2 paires de cornes.
Mais c'est pas tout. Cet animal, sur une des deux paires de cornes, il a des yeux. Faites votre animal, hein. Faites votre truc à vous, hein. D'accord? Il a deux paires de cornes et sur une des paires, il y a des yeux. Cet animal, il a une langue où il y a 1500 dents. 1500 dents. Des dents. Je suis curieux de voir comment il va représenter 1500 dents. En plus, cet animal, il possède des glandes qui lui permettent de projeter du mucus. Ah, dégueu. En même temps, des glandes qui lui permettent de projeter du mucus. Et enfin, parce que c'est pas fini, le dernier, cet animal a un corps qui est composé à la fois de parties extrêmement molles et de parties extrêmement dures. Quand vous avez fini, vous me dites OK. Et, on n'est pas aux Beaux-Arts, on s'en fout, on n'est pas là pour faire le plus beau dessin. Ce qui m'intéresse, vous allez voir, c'est ce qu'ils ont représenté. Qu'est-ce qu'ils ont représenté? Merci. Non, c'est qu'en fait, il a fait une langue, et pour pas faire les 1500 dents, il a fait une bulle avec marqué 1500 dents. C'est ultra intelligent. T'as hésité toi aussi à le faire? Ok. Alors. Ah ouais, effectivement, mais pas sur... Ok. Alors, je sais pas si vous allez voir, je suis désolé, il n'y a pas la caméra, mais... Là, vous avez un espèce de corps, avec une tête, des cornes, d'accord? Là, vous avez un truc qui ressemble à un papillon. Je vais vous les laisser là, après vous verrez, hein. D'accord? Et ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à quoi? Hein, il a morflé le poulpe, hein? Je sais pas. En fait, c'est long. Là, il est très long. Il y a des pattes. Enfin bref, ouais. C'est un mix entre un serpent, un oiseau et je sais pas quoi. Et ben voilà. Alors, en fait, voilà l'animal que j'ai décrit. 1500 dents. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Vous pouvez redescendre, merci beaucoup. Je vous les laisserai après, vous pourrez les consulter. Ah, juste attendre qu'ils passent, que personne ne se fasse un salto. En fait, c'est ça qui est intéressant. Les suggestions n'ont aucun pouvoir. Le pouvoir des suggestions est celui que vous leur accordez. C'est-à-dire que, souvent dans mon cabinet, je dis aux gens qui viennent me voir, j'ai un grand mur bleu, d'accord? Et je leur dis, je peux vous dire toute la journée que le mur, il est rose. Si vous n'avez pas envie de l'imaginer rose, vous ne le verrez pas rose. Si par contre vous l'imaginez rose, là vous le verrez rose. Et vous allez voir, c'est la troisième explication dans laquelle on va aller. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, les suggestions en elles-mêmes ne veulent rien dire. Par contre, je vais vous donner deux exemples. Imaginons que j'ai face à moi quelqu'un qui n'a pas une grande confiance en lui. Je connais un peu sa blessure. Et que là, il y a un peu du monde. Et que je sais que cette personne est un peu intimidée par le regard des autres. Et que là, cette personne, je la regarde en disant « T'es nul ».
Vous avez vu ce que vous avez... En fait, qu'est-ce qui se passe? Là, ma suggestion, elle va venir taper exactement là où il faut. Vous allez dire la même phrase à une personne qui n'a pas cette problématique-là, la suggestion va rebondir. Donc encore une fois, c'est ça qui est important. Ça a l'air tout bête, mais les suggestions en elles-mêmes n'ont aucun pouvoir. Ça dépend comment la personne les intègre dans sa structure. Ça dépend de sa structure. OK? Donc, a priori, il n'y a pas d'état d'hypnose qui permette d'expliquer pourquoi l'hypnose soigne et pourquoi elle est efficace. Deuxièmement, on s'est longtemps concentré en sciences expérimentales sur le pouvoir des suggestions. En fait, on s'est aperçu que les suggestions n'avaient pas de pouvoir en elles-mêmes, que c'était simplement la construction que la personne en faisait. Dernière manière d'expliquer l'hypnose, 1920, un petit monsieur qui s'appelle Émile Coué, qui était pharmacien d'origine et qui a créé la fameuse méthode. Et il a montré un truc, c'est le premier à avoir compris qu'en fait, dans l'hypnose, le processus entre guillemets actif, c'était l'imagination. Et en fait, ouais. Je ne vais pas vous en parler, je vais vous le montrer. Je voudrais 3 personnes, s'il vous plaît. Pareil, pas d'hypnose, pas de truc, c'est vraiment light, mais venez à 3 personnes qui veulent venir faire une petite expérience très sympa, vous allez voir. Tu peux m'enlever la slide, s'il te plaît? J'ai mangé à midi, vous pouvez venir, n'ayez pas peur. Ouais, je prends les stagiaires. Ouais. 1, 2. Il m'en faut une 3e, s'il vous plaît. Allez, quelqu'un de courageux? Allez, 2. Ah, super. Tu peux éteindre, merci. Ceci est un pendule artisanal. D'accord? Bonjour. Oh, bonjour. Ah, effectivement, bonjour. Mets-toi là. Donc, voilà ce que je vais vous demander. Vous allez vous mettre de profil, s'il vous plaît. Ouais, super. Tu peux prendre un pendule magique. Toi, tu l'as jamais fait, ça? Non. Ah, c'est cool. Mets-toi là, s'il te plaît. Moi non plus, je l'ai jamais fait. Tu n'as jamais fait ça? Je vais vous faire d'autres conneries en formation. Ok. Voilà ce que je vous demande. Non. Vous allez prendre le pendule, d'accord? Vous allez donner une certaine distance, et je veux que vous le teniez devant vous. Ok? Super. Et voilà ce que je vais vous demander. Vous allez rester focalisé sur le pendule. Et je veux qu'avec votre volonté, vous le gardiez immobile. C'est bon, la notion immobile, c'est OK? Et pendant qu'avec votre volonté, vous le gardez immobile, je voudrais qu'avec votre imagination, vous imaginez qu'il aille d'avant en arrière. Je veux que vous imaginiez que le pendule va d'avant en arrière et qu'à chaque fois, voilà, comme ça, il va aller de plus en plus vite d'avant en arrière, encore plus vite, de plus en plus vite. Et dans votre tête, vous l'accélérez encore, de plus en plus vous accélérez. Voilà, de plus en plus vous accélérez dans votre tête, il va de plus en plus vite d'avant en arrière, encore plus vite. Il faut vraiment imaginer qu'il aille d'avant en arrière, comme si on le sentait dans le corps. Voilà, de plus en plus vite, encore plus vite. Et on va simplement imaginer que ça va de plus en plus vite d'avant en arrière. C'est un truc de dingue. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous le sentez aller d'avant en arrière, ça commence. Plus vous allez voir que ça va s'accélérer encore et encore. Là, c'est un peu mou. Mais c'est pas grave, ça a un peu fait ça quand même. Merci pour arrêter d'imaginer. Je vais reprendre parce qu'on a des budgets limités. Hein. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci les filles. Ça, par exemple, dans les années 1900-1950, en musical, on pouvait faire plein de trucs, juste avec un truc comme ça et un peu d'ésotérisme. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est tout bête. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et réel. Tout ce que vous imaginez, votre corps va produire les sensations. D'ailleurs, c'est ça qui est magique, entre guillemets, c'est qu'en fait, les sensations corporelles, tout ce que vous ressentez dans votre corps, il n'y a que 2 manières pour qu'elles soient produites. Soit c'est votre corps qui les produit directement, en interne, ou en fonction de votre environnement, ce qu'on appelle l'interoception,
ou la proprioception, si c'est le mouvement, ou l'extéroception, la vue, l'audition, l'odorat, le goût. D'accord ? C'est-à-dire que votre corps va produire des tonnes et des tonnes et des tonnes de sensations à chaque instant. Mais on a une super capacité qui est de pouvoir créer des sensations grâce à notre imagination. Et ça, c'est assez fabuleux. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'effet placebo, l'effet nocebo, ça ne vient que de là. Hein. D'accord ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crois à quelque chose, tu vas l'imaginer. Si tu l'imagines, il se produit, mais dans ton corps. D'accord ? Dans ton corps, ça se produit. Et donc, qu'est-ce que Émile Coué a fait ? Il a été super intelligent quand il a créé sa méthode Coué. D'ailleurs, il parlait d'autosuggestion consciente. En fait, il faisait quoi, ce petit monsieur ? Il donnait une technique d'entraînement aux gens. Entre parenthèses, on a retenu de lui que je vais bien, tout va bien. Hein. Il allait un petit peu plus loin dans le truc. En fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il demandait aux gens de s'entraîner à ressentir le pouvoir de leur imagination. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il a pris des tests de l'hypnose classique et il leur demandait de sentir... Par exemple, il leur demandait d'imaginer que leurs mains étaient lourdes, ou il leur demandait d'imaginer, de ressentir que leurs mains étaient collées. Et il leur a demandé de s'entraîner jusqu'à ce qu'ils arrivent à le ressentir, jusqu'à. Et quand ils commençaient à ressentir, sur 2-3 tests, quand ils arrivaient à utiliser leur imagination à bon escient, il leur donnait un texte à lire, qui finit par « Et chaque jour, je vais de mieux en mieux ». C'est la fameuse phrase, je ne l'ai plus en tête, mais... Et donc, chaque jour, il demandait à ces gens-là de se placer dans les mêmes états d'imagination, et donc d'imaginer que ce qu'ils étaient en train de lire était vrai. Et là, par contre, effectivement, en 1920, il a eu des résultats de gaga. Il a fait le tour des États-Unis avec sa méthode, et ça a tellement bien marché, sachant que, n'oubliez pas, il venait de la pharmacopée, hein, c'est un pharmacien, et il a viré sa cutie, entre guillemets. Ça a tellement bien marché qu'à sa mort, comment on appelle ça ? L'Académie des sciences et de médecine, avec sa méthode, et lui, ils l'ont mis à la poubelle. Parce que justement, ça faisait un peu d'ombre à tout ça. Et donc, effectivement, on a une première piste. Tiens, grâce à l'imagination, je peux créer des trucs. Et c'est d'ailleurs comme ça que marchent 80% des protocoles d'hypnothérapie classiques. On va faire des ancrages, on va projeter la personne dans le futur, on va lui faire imaginer qu'elle est bien, etc. Et ça marche très très bien. Il y a juste un écueil à ça. Un seul écueil. Un jour, je reçois une cliente. Elle vient me voir, c'était il y a quelques années, parce qu'elle a vu avant moi un hypnothérapeute qui lui a fait la magnifique martingale de l'anneau gastrique virtuel. Alors, c'est quoi l'anneau gastrique virtuel ? Alors, c'est fabuleux. Hein. Tout le monde sait ce que c'est un anneau gastrique virtuel, un anneau gastrique classique. D'accord ? On prend ton estomac, on met un anneau dedans, on t'ouvre, il te reste 20% de ton estomac. Si jamais tu manges trop, ça repart dans l'autre sens. Merci, au revoir. D'accord ? Donc, vous avez compris, anneau gastrique virtuel, on fait la même chose, mais sous hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un espèce de protocole dans lequel on va mettre la personne dans un état d'hypnose et on va lui faire imaginer qu'un anneau gastrique se met sur son estomac, et à cause de ça, ou plutôt grâce à ça, la personne ne mangera plus. On a beaucoup utilisé ça avec les personnes qui avaient des TSA, troubles du comportement alimentaire, notamment des boulimies, des hyperphagies, etc. Alors, pour la petite blague, taux de réussite de la technique, 10%. D'accord ? C'est-à-dire que pour arriver à ce que l'anneau gastrique virtuel marche, il faut que la personne ait un imaginaire et qu'elle ait une croyance démesurée dans le fait que ce soit possible ou que l'hypnose ait le pouvoir. Hein, d'accord ? S'il n'y a pas ça, ça ne fonctionne pas. Mais bon, cette dame faisait partie des 10%. Et elle arrive. Et elle me dit, voilà, on m'a mis un anneau gastrique virtuel et ça a très bien marché. Ah, super, ça a bien marché. Et je la regarde, je lui dis, mais pourquoi vous êtes devant moi ? Elle me dit, ça a trop bien marché. J'ai dit, c'est-à-dire ? Et en fait, je l'ai fait et en 6 mois, j'ai perdu 15 kilos. J'arrivais plus à manger. Je dis, ok, super. Moi, je trouve pas ça cool physiologiquement parlant, mais après, il n'y a pas de suivi de médecin, il n'y a pas de... Elle m'a dit, mais attendez, c'est pas ça le problème. Un jour, je rentre du boulot, je suis dans ma cuisine, et
mon mari m'appelle et il me dit qu'en fait, il y a une autre femme dans sa vie. Et là, en fait, elle dégonde. Elle explose émotionnellement. Dedans, ça s'effondre. Pour la petite histoire, son histoire de vie à elle, à cette dame, elle a été abandonnée par son père, elle a été abandonnée par son premier copain, elle a été abandonnée par son frère alors qu'elle l'a élevée. Bref, elle a été abandonnée par tous les hommes de sa vie. Okay ? Et là, son mari, et en plus, il le fait par téléphone. Bien joué, champion. Donc la nana, d'accord, imaginez-la, hein, dans sa cuisine, elle apprend ça. Pouah. Sauf que, qu'est-ce qui lui permettait de traverser les périodes de vide intersidérale? La nourriture. Oui. Et le problème, c'est que comme elle ne pouvait plus se remplir, mais que la problématique de base, ce qui avait, entre guillemets, enclenché le mode survie et enclenché le mode boulimie, était toujours là, et bien là, ça s'est venu se percuter. Et comme elle ne pouvait plus manger, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décompensé dans sa cuisine. Elle s'est effondrée. Et derrière, je l'ai récupérée. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est intéressant les techniques qui utilisent l'imagination. Mais je donne souvent cette image à mes stagiaires. C'est un peu comme si vous aviez un super mur avec une fissure énorme. Et vous mettez un joli papier peint. Et c'est génial, hein? Vous pouvez passer devant le mur pendant 10 ans, et le papier peint, le mur est nickel. Sauf que le jour où le truc qui a créé la fissure réapparaît pour une raison X ou Y, il va se passer quoi? Ça va dégonder. C'est pour ça que l'hypnose ne suffit pas et la psychanalyse non plus. C'est pas que pour ça, mais oui, effectivement, l'hypnose dite classique, comme elle est mise en place, c'est pour ça qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Après, vous en ferez tout ce que vous voulez. L'idée, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que nous avons tous une expérience, ce qu'on appelle subjective. Nous créons notre réalité à chaque instant, d'accord? Et l'idée, c'est que grâce à l'imagination, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer notre expérience du moment. Exemple, imaginez un mec d'une vingtaine d'années, d'accord, qui n'a pas vraiment confiance en lui, qui fait beaucoup de muscu pour être un peu costaud et qui décide de faire des sports de combat parce qu'il a l'impression de ne pas être assez fort. Ok? Vous avez le truc? Le mec, il s'entraîne comme un gaga et à l'entraînement, il plie tout le monde. D'accord? À l'entraînement, il est super fort, il plie tout le monde. Dès qu'il rentre en compétition, il ne passe pas un stade. À l'entraînement, il met la jambe là, en compétition, il ne la lève pas plus haut que ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir un prépa mental. Et il va faire des ancrages, il va faire plein de trucs classiques. Hein. Des ancrages, des phrases positives, on va faire la marche des croyances, hein. Plein de trucs classiques. Et à l'entraînement, ça marche encore mieux. C'est-à-dire, il monte, il monte, il monte, il monte. Par contre, bizarrement, dès qu'il met le pied sur le tatami en compétition, boum, ça repète. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a derrière qu'il faut travailler. Je peux mettre toutes les surcouches que je veux, si à un moment donné, ce qui a créé la posture de survie n'est pas travaillé, ça ne peut pas fonctionner. Donc je la refais. Ce n'est pas l'état d'hypnose qui explique comment l'hypnose soigne, ce n'est pas les suggestions, et a priori, ce n'est pas l'imagination non plus. Alors, comment ça fonctionne? Pour répondre à cette question, il faut en poser une autre en fait. Il faut s'en poser une autre. Mais juste avant ça, qui était là à la soirée du V en 8 sur l'hypnose, s'il vous plaît? Ok. Très rapidement. Tu peux me passer là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, d'accord? Mais pour qu'on ait à peu près tous le même niveau d'information, par rapport aux études qu'on a faites, etc., si je devais définir l'hypnose de manière ultra simple à un enfant de 4 ans, l'hypnose, c'est juste vivre comme réel ce que j'imagine. Dit autrement, l'hypnose, c'est ressentir et imaginer. Point. C'est-à-dire qu'on va sortir de la case réflexive et analytique et on va tourner notre attention sur ce qu'on ressent et imagine. L'hypnose n'est qu'un processus attentionnel. Il n'y a pas d'état, c'est juste une manière de percevoir et capter l'info. Point. Ok? Donc maintenant qu'on a ça, gardez-le dans un coin de votre tête. Et plutôt que de poser la question comment l'hypnose soigne, la vraie question à se poser, c'est
Qu'est-ce qui fait thérapie? Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en thérapie, si vous avez fait un chemin thérapeutique, mais la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait thérapie? Qu'est-ce qui fait que quand on rentre dans un cabinet avec une personne, eh bien, il y a des fois, on va guérir, et je mets des guillemets à guérir, on va comprendre pourquoi, et qu'est-ce qui fait qu'il y a des fois, je ne guéris pas? Comment ça se fait que je vais voir un hypno, je vais guérir, je vais voir un autre hypno, je ne guéris pas? Comment ça se fait que j'allais voir un psy, un kinésio, un psychanalyste, un machin, je vais guérir? Et pourquoi, dans d'autres moments, je ne vais pas guérir? Parce qu'on peut tirer à boulet rouge sur toutes les méthodes thérapeutiques du monde, sur la psychanalyse, sur la PNL, sur le coaching, sur l'hypnose, sur les TCC, sur le MDR. Moi, il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans toutes ces méthodes-là, et il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord. Mais une chose est de constater que si ces méthodes étaient complètement inefficaces, il n'y a plus personne qui les pratiquerait. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait thérapie là-dedans? Et pour comprendre cette question-là, il faut remonter un petit peu. Il faut s'en poser deux autres. La question juste avant, ok, qu'est-ce qui fait thérapie? Mais alors, qu'est-ce qui déclenche une psychopathologie? Dit autrement, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont avoir des troubles du comportement, qui vont déclencher des phobies, des psychoses, des angoisses, des traumas? Qu'est-ce qui déclenche une psychopathologie? Et pour comprendre encore ça, il va falloir remonter un peu en arrière. C'est quoi être vivant? Qu'est-ce qu'être vivant? Et c'est avec ça qu'on va s'amuser. Alors, je vous préviens, j'espère que vous êtes costaud. Là, il y a 3 schémas. D'accord? Si je vous perds, c'est maintenant. Donc, si vous ne comprenez pas, vous levez la main, on y va. Mais c'est la partie technique. C'est hyper important que vous l'ayez, parce que grâce à ça, on va, encore une fois, essayer de percevoir ce qu'il y a derrière. Qu'on soit bien clair, si j'ai des psys dans la salle ou des gens qui sont du monde de la thérapie, oui, ce que je vais dire est capillotracté et vulgarisé. D'accord? Mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment ça va se jouer. Ok? Je prépare le moment. Petit 1. C'est quoi être vivant? C'est vivre une expérience sensorielle qui a un début, une fin. Merci. Je vais aller un petit peu plus loin. C'est quoi l'inverse de la mort? Ah, la naissance. Qui a dit ça? Oui. L'inverse de la mort, c'est la naissance. C'est pas la vie. Souvent, les gens m'opposent la mort et la vie. En fait, la mort, c'est la fin de la vie et la naissance, c'est le début de la vie. Et entre le début et la fin, on fait une expérience qu'on appelle la vie. Et ce qui est intéressant, si on se concentre un peu sur qu'est-ce qu'être vivant, c'est simplement faire une expérience sensorielle. Parce que concrètement, vivre, c'est ressentir, c'est expérimenter. Tout ce qu'on va faire avec nos capacités réflexives, les commentaires qu'on va faire, etc., quand vous êtes en train de penser, vous n'êtes pas en train de ressentir. En principe, vous pensez, ça va déclencher des ressentis. Mais on peut pas faire les deux à la fois en principe. Donc vivre, c'est avant tout vivre une expérience sensorielle. Et vous le faites dans votre corps. OK? Alors? D'accord? Il est petit, ouais, non, mais attends. Attends, quand même. L'être humain, il a 2 modes. Il a le mode vie, celui dans lequel j'espère vous êtes, au maximum. Et l'idée, c'est quoi? Le mode vie, c'est le mode dans lequel vous êtes capable de vous adapter à ce qui vient. Je vais vous donner un exemple. Si là, je tombe, si je ne tombe pas suffisamment mal pour me péter une jambe, logiquement, je vais me relever. Ça, tu te marreras, ça c'est une certitude. Par contre, si je me pète une jambe, tu vas rire, et après, tu vas culpabiliser. Tu vois? Mais l'idée, en gros, c'est que tant que mon milieu interne, c'est quoi le milieu interne? C'est votre corps, votre structure psychologique. C'est qu'en gros, tant que ça, c'est plus fort que toutes les agressions que vous allez avoir, putain, c'est pourri, j'aurais pas dû mettre du verre. Je sais pas si vous y voyez. Ouais, on va le faire. Tant que ce rapport-là est OK,
vous allez rester dans l'adaptation. Vous avez un truc qu'on appelle l'homéostasie. Homéostasie ? Vous savez, c'est quand vous êtes malade, c'est toutes les défenses immunitaires qui font que vous revenez tout le temps à l'équilibre. L'être humain a un système homéostasique qui le fait tenir à l'équilibre. C'est ça l'inconscient, entre parenthèses. Hein. C'est lui. Hein. D'accord ? On a ce qu'on appelle un élan vital. Et la vie, c'est le mouvement. Si on regarde au microscope vos cellules, c'est Bagdad en permanence. Hein. D'accord ? Il n'y a pas une cellule qui est arrêtée. Hein. Le seul moment où c'est arrêté, on est bien d'accord. Donc, tant que ça c'est OK, vous pouvez vous adapter à tout. Vous allez pouvoir traverser toutes les expériences, vous allez pouvoir vous faire bousculer, vous allez vous faire marcher sur le pied. Tant que le milieu interne est plus fort que l'agression, tout va bien. Vous savez, c'est le jeu du culbuto. Je cherchais un culbuto, je ne l'ai pas ce soir, mais prenez un culbuto, vous pouvez lui mettre toutes les claques que vous voulez, il reviendra toujours à l'équilibre. Très rapidement, le milieu interne. Non, tu sais quoi, pas ça. Non, pas intéressant. Ça. Non, mais des fois, j'ai des idées. Après, quand je les vois, je me dis... Quand tu es seul en train d'écrire ton truc, tu dis « Ah, c'est intéressant. » Quand tu regardes, tu fais « Oh, putain. » Non, passe. On verra plus tard. C'est là que ça devient intéressant. À partir du moment où votre milieu interne devient plus faible, moins résistant que les agressions extérieures, c'est là que ça va péter. On a tous un point de rupture. Hein. On a tous un point de rupture. De quoi est composé notre milieu interne, d'ailleurs ? Ce qu'on appelle vulgairement l'inné, l'acquis, le libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons tous une résistance plus ou moins grande en fonction des briques biologiques qu'on nous a données à la naissance, d'accord ? On n'a pas tous la même tête. Moi, j'ai un nez, il est comme ça. D'autres, ils ont un énorme normal, d'accord ? Donc, chacun a un peu son truc. On a des briques de Lego qui sont différentes. Et ensuite, en fonction des expériences que vous faites, de votre environnement, de si maman elle vous a pris dans les bras, elle t'a dit je t'aime, si papa il était présent, si t'as pris des coups dans la gueule ou pas, en fonction de ça, tu vas également développer des structures psychologiques qui sont plus ou moins résistantes, plus ou moins résilientes. D'accord ? Et bien entendu, ce qui va également renforcer votre milieu interne, c'est la manière dont vous traitez votre corps. Vous vous doutez bien que si vous bouffez n'importe comment, vous ne faites pas de sport, vous picolez toute la journée, forcément, votre milieu interne, votre corps, il ne va pas être capable d'encaisser les mêmes chocs que si vous le traitez bien, si vous faites du sport, si vous avez de l'amour autour de vous, etc. D'accord ? Donc ce milieu interne, il est important à résister. Il est important à construire et à renforcer. Le problème, c'est que quand ça pète, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous faites une entorse du genou, il se passe quoi ? Il fait quoi, votre genou ? Alors ouais, ok, il se tourne. Mais une fois que, imaginons que le genou pète, d'accord ? Il se passe quoi ensuite ? Une contusion, c'est-à-dire que votre genou gonfle. Ça sert à quoi ? C'est-à-dire ? C'est pas juste quelque chose autour qui le protège. Ça va l'empêcher de bouger. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle des postures figées, des postures de rétractation. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes bloqué le dos ou si vous êtes fait une contracture musculaire ou quelque chose d'un peu important, c'est le même principe, d'accord ? Vous faites un mouvement, vous savez, des fois, vous faites un mouvement, vous allez vous ramasser les clés, et d'un seul coup, vous sentez dans l'eau, ça fait schlac. Ça se bloque d'un coup et plus bouger. Qu'est-ce que votre corps a fait ? Il s'est mis en sécurité. C'est-à-dire que sur l'étirement qui était trop important, il s'est rétracté, il a tout gardé pour pas que ça pète. Donc en fait, quand lui, il est moins fort que lui, il va se mettre en sécurité. Et la blessure sera bien entendu plus ou moins importante. Si tu prends un bus sur le coin de la tête, tu n'auras pas de contusion. Hein. D'accord ? Fini. Mais si le rapport t'envoie pas dans la mort, ton corps, il va avoir une blessure, il va se mettre en posture rétractée. Et bien entendu, qu'est-ce qui est en lien avec les agressions ? C'est tout ce qui est d'origine traumatique. Et c'est là que je vais faire un pont avec ce que j'ai dit au début.
si on ne peut pas différencier, si on ne peut pas séparer corps et esprit, ça veut dire que si j'ai un trauma psycho, il va se loger où? Dans mon corps. Ça a été montré il y a 15 ans avec les structures, les fascias. Tous les traumas que vous vivez, qu'ils soient psychologiques, physiologiques, émotionnels, psycho, boum, c'est là, avant d'être là. Donc ça veut dire que, à partir du moment où ça commence à verrouiller, vous allez passer en posture de survie. Oh putain, trop fort. Et des fois, ça le montre aussi, le corps. Il montre. Moi, je travaille avec des enfants. Ah mais bien sûr. Quand ils arrivent, ils ont des eczémas ou des psoriasis. Ah mais... Et après, le fait de faire thérapeutique, on voit la... On va y venir sur justement qu'est-ce qu'est une psychopatho, mais c'est exactement ça. En fait, à un moment, comme ton corps, il n'est pas capable, on ne peut pas aller jusqu'au bout, il va se mettre en sécurité. Et il va verrouiller. Alors, d'une manière ou d'une autre, on va voir comment sur les psychopatho. Mais ça, c'est important. Et ça, vous devez le garder dans un coin de votre tête. Le développement personnel nous bassine avec la confiance, l'audace, toutes les choses qu'on pourrait développer pour être mieux dans notre vie. En fait, on n'a besoin que d'une seule chose pour se développer. Une seule et unique chose. La sécurité. Si je vous mets sur un pont de 400 mètres de haut, si je ne vous mets pas d'élastique, vous ne sautez pas. Sauf si vous êtes suicidaire. D'accord ? La seule manière de sauter, c'est-à-dire d'oser, de dépasser nos limites, c'est d'avoir de la sécurité. La sécurité permet à la vie de se développer. À partir du moment où je passe en mode insécurité, c'est la survie qui arrive. Terminé. Et encore une fois, si je vous mets sur un pont de 400 mètres et qu'il n'y a pas d'élastique, vous allez vous accrocher, vous rétracter de toutes vos forces sur le pont. Jamais vous allez bouger et danser sur le pont. C'est le même principe. Oui, il y en a qui se disent, mais moi, même avec un élastique, je ne saute pas. Je sais, c'est un exemple, d'accord, bien sûr. Bien sûr. Je fais le malin, je ne suis pas sûr que je sauterai, d'accord. Moi, j'ai une question. Est-ce que, si j'ai bien compris, ça veut dire que, par rapport au schéma précédent, ça veut dire qu'à un moment donné, si on ressent de l'insécurité, c'est là que peut se produire l'accident? En fait, une des caractéristiques des traumatiques, c'est l'insécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien ni personne sur lequel je peux m'appuyer pour faire face à ce qui est en train de se jouer. Alors, je vais dériver très rapidement, mais ce n'est pas grave. Une des choses les plus importantes, c'est pas de moi, hein, ça date des années 60, d'un monsieur qui s'appelle Bowlby, et malheureusement, même encore aujourd'hui, on commence à peine à l'entrevoir et à le comprendre, et il y a plein de thérapies qui font l'impasse dessus, ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. En fait, la théorie de l'attachement, c'est quoi? C'est qu'en fait, un bébé, un enfant, il n'a pas besoin d'un t-shirt Lacoste. Il n'a pas besoin d'avoir la dernière Wii. Il n'a même pas forcément besoin de manger exactement, parfaitement. Ce qu'il a besoin, et la sécurité, elle passe par deux choses, l'amour inconditionnel et l'attention raisonnée. C'est-à-dire que je dois aimer mon gamin pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il représente, ce qu'il fait ou ce qu'il accomplit, sinon c'est l'amour conditionnel. Et je dois lui donner suffisamment d'attention, c'est-à-dire que je dois lui donner de la reconnaissance, mais de manière raisonnée. Si par contre, j'en fais un prince, ça va péter également. Et c'est parce que je suis en sécurité que je vais pouvoir me développer. Et dans le sport, hein, il y a plein de coachs ici, etc., en fait, on se rend bien compte que c'est de la sécurité qu'on a besoin, c'est ce qui nous permet d'avancer. Est-ce qu'il y a une autre slide ou pas derrière? Je crois pas. Hein. Ah, c'est bien. Donc, c'est quoi qui engendre des psychopathologies? Et je vais raconter une histoire. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah ouais. Pour que vous ayez un peu une ordre d'idée. J'ai une nana d'une trentaine d'années qui vient dans mon cabinet il y a quelques années. Putain, hyper élégante, jolie, tirée à quatre épingles. Elle s'assoit. Hyper intelligente, on discute. Et apparemment, tout va bien dans sa vie. Elle est mariée, elle a des animaux, elle a un super poste, elle a des parents avec qui elle s'entend bien. Enfin, parfait. Elle a juste un problème. Tous les matins, quand elle part de chez elle, il lui faut 45 minutes pour vérifier chacune des putains de prises électriques, chacun des interrupteurs, et elle fait 3 fois le tour de l'appartement. Et elle colle l'oreille sur la prise électrique pour savoir s'il n'y a pas un sgris-gris. Et si jamais il y a un sgris-gris, elle refait le tour de l'appartement, elle enlève les ponts, elle les remet. L'enfer. Je ne sais pas si vous imaginez, hein. L'enfer
sur Terre. Et là, c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'on se dit, mais elle n'est pas con. Elle a bien compris que rationnellement, il ne va rien arriver à son appartement. Et qu'elle a beau essayer de se convaincre, elle a fait des listes, elle a demandé... Et jamais ça fonctionne. Jamais ça fonctionne. Et en fait, c'est là qu'il va falloir aller un petit peu plus loin. En fait, dans son appartement, il y a des animaux. Et ces animaux, c'est comme ses enfants. C'est pas moi qui vais lui jeter la pierre. Hein. Ceux qui me connaissent savent que Gerlem, c'est ma fille. D'accord ? Moi, je ne fais pas la différence entre vous et ma chienne. Donc, je peux comprendre que... D'ailleurs, ma chienne est bien plus intéressante que bon nombre d'êtres humains, hein, pour ceux qui la connaissent. Et donc, cette dame, en fait, ce sont ses bébés. Et le problème, c'est que si jamais elle part avec ses animaux, vous savez ce qu'elle fait avec la maison ? Rien, elle ne la vérifie même pas, elle n'en a rien à foutre. Rien. En fait, c'est juste qu'elle ne peut pas se dire « je les laisse dans l'insécurité ». Et en fait, quand on remonte un peu dans son histoire de vie, je ne rentrerai pas dans les détails, mais en gros, elle a vécu plusieurs traumatismes. Et il n'y a jamais eu personne pour lui donner la sécurité. Que ce soit ses parents, que ce soit son premier mec, que ce soit son mec actuel. En fait, cette meuf, elle vit seule dans le monde. Et elle le tient tout seul. Et comme elle a déjà été face à des expériences ultra traumatiques, et qu'il est hors de question qu'elle les fasse vivre à ses bébés, elle leur apporte la sécurité qu'elle n'a pas eue. Donc, en fait, son trouble du comportement, c'est quoi, en fait ? C'est juste une tentative de survie. C'est simplement une tentative de tenir debout. Et comme, en fait, elle ne peut pas contrôler le fait que la maison s'effondre, eh ben, elle va essayer de surcontrôler l'environnement. Et ça va la rendre dingue au bout d'un moment. Vous imaginez un peu ? Je ne sais pas ce que j'ai mis derrière. Ouais, c'est ce que je viens de dire. C'est qu'en gros, en fait, toute psychopathologie n'est qu'une tentative de tenir debout, n'est qu'une tentative de survie. Prenez toutes les addictions. À un moment donné, vous vous rendez bien compte que les gens, ils ne sont pas bêtes. Ils le savent que quand tu fumes, tu meurs. Tu le sais que quand tu bois, tu vas finir mal. Tu le sais que quand tu te bouffes 5 kilos de McDo, de, je sais pas moi, toutes les sucreries que tu rentres, tu le sais que tu vas prendre 15 kilos. Et à un moment donné, s'ils le font, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui pousse derrière. Et ce qui pousse, c'est la survie. C'est comment je fais pour tenir debout, pour ne pas m'effondrer, parce que si j'ai pas ça, terminares. Donc en fait, c'est avec ça qu'il va falloir jouer. Il y a quoi derrière, ouais ? Ouais, arrêtez, c'était trop fort. Trop fort. On pourra l'applaudir après parce que... Et je crois que j'ai fini après. Et donc ça nous fait arriver sur le dernier point. Dernier point et pas des moindres. Qu'est-ce qui fait thérapie ? Et là, je vais vous raconter une petite histoire pour essayer de comprendre. Je reçois un golfeur de niveau... d'accord ? Le gars est jeune, il a 22-23 ans, et il est à ça de rentrer dans l'élite mondiale. D'accord ? Il est à ça de se frapper de Tiger Woods. Il lui manque un tournoi. Il faut juste qu'il arrive à faire une perf sur un gros tournoi, et poum, il passe. Et il vient me voir, parce qu'il a vu des tonnes de prépa mentaux. Il a vu des psys, des machins. Et il a un problème. Ce qu'on appelle sur le jeu long, il défonce tout le monde. Il met des balles à 350 mètres. J'ai vu des vidéos, c'est hallucinant. Par contre, dès qu'il arrive ce qu'on appelle sur le putting, d'accord ? Vous savez, vous avez le green, le trou, vous savez quand ils sont... Alors là, ça zouk. Mais quand je vous dis que ça zouk, ça zouk. Il n'arrive rien à faire. Il tient, à peine il prend son putt, ça part dans tous les sens. Il tremble, il a ce qu'on appelle des hips, c'est un terme technique en golf. Et ce qui est génial, c'est qu'il les a non seulement en compétition, mais il les a à l'entraînement. Tout le temps. Et ça le rend dingue. Il pense qu'à ça,
il devient fou. Il a essayé alors toutes les techniques de relaxation, de méditation, de visualisation. Il a tout essayé, tout. Il prend le club, ça zouk. Et il vient me voir. Et je dis ok. La première chose que je fais, je le fais très rapidement, pose quelques questions. Je lui dis, t'as un club de golf là? Il me dit, ouais, j'ai un club, j'y vais le chercher. Il part à la voiture, il revient avec le club, avec quelques balles. Je me mets dans mon bureau, je lui mets un gobelet, je dis, voilà, ce que je te demande, c'est que tu vas me faire 2-3 putts. Et il se met, à peine il commence à se mettre, qu'est-ce que son corps fait? Zouk love. Et là, je dis, hop, tu ne bouges plus. Tu fermes tes yeux et tu observes ce que ton corps il est en train de faire. Je l'ai plongé dans ces sensations. Et là, qu'est-ce que les tremblements ont commencé à faire? Ils sont montés. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'à partir de là, tu appuies sur le bouton, et le gamin, il se retrouve 2 ans en arrière. Il est sur un des plus grands tournois européens, en senior. Il est au 17e trou. Départ du 17e. Il est premier. Il a fait le tournoi de ses rêves. Il a tout claqué. Il a 2 coups d'avance sur le deuxième. Il rentre sur le premier drive. Il ne lui reste plus que 2 trous à faire. Il gagne le tournoi. Il gagne le tournoi, sa carte, il l'a. Il arrive, il frappe sa balle. Il fait un coup de dingue. La balle part. Et là, l'arbitre arrive et lui dit coup de disqualification. Alors que sur la vidéo, il ne fait aucune faute. Il ne comprend pas. Sauf que là, coup de disqualification, il perd 2 coups. Il repart, il joue. Et finalement, il va terminer le tournoi à -1. Il finit 3e. Et au moment où il tape son dernier putt, il voit son père dans les tribunes qui est en larmes. Son père qui s'effondre en larmes. Et là, il me dit en pleine séance, il me dit « Putain, je ne peux pas le décevoir ». Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'en fait, là, vous avez tous les ingrédients de qu'est-ce qui fait thérapie. Bien entendu, on ne s'est pas arrêté là. Hein. On a poussé la séance, on l'a déroulée. En fait, qu'est-ce qui fait thérapie? Je le refais, qu'est-ce qui fait thérapie? La question, c'est qu'est-ce qui va pouvoir redonner du mouvement? Qu'est-ce qui va pouvoir créer un changement profond? Et pas juste quelque chose qui va durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Qu'est-ce qui fait que ça va bouger véritablement? Pour cela, il va falloir remettre le corps au centre. Ce qui fait thérapie, c'est ce qu'on appelle la confrontation autonome. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans un trauma? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Imaginez-vous, mettez-vous à sa place. Il est là, il sait ce qu'il vient de louper. En plus, putain, c'est injuste quand même. Tu fais un drive de dingue et t'as un blaireau qui te met une pénalité qui te coûte le tournoi. Pour rien. Pour rien. Ah bah, je sais pas ce que c'est le karma, mais putain, si c'est le karma, il faut qu'il aille mettre des cierges, c'est moi qui te le dis. Hein. D'accord? Mais et là, à ce moment-là, il y a tout son monde qui s'effondre. Et il fait quoi, son corps, à ce moment-là? Il ne peut pas le vivre. C'est ce qu'on appelle un trauma. Là, c'est... Et donc, il ne peut plus. Et dès qu'il va se remettre dans la même posture, ça va faire remonter en épingle. Et donc, qu'est-ce qui permet de faire thérapie? Il y a un truc derrière? Vas-y, passe. Oula. Passe. Passe, il y a compris? Non, bah... Ah, j'ai pas été bon, remonte sur... Non, remonte sur... Laisse-lui. Là, ouais, je vais venir dessus. Qu'est-ce qui fait thérapie? C'est de pouvoir se confronter à ce qu'on n'a pas pu vivre. Un trauma, c'est quoi? C'est une expérience de vie, une expérience sensorielle et motrice que je devais vivre par l'intermédiaire de mon corps, parce qu'il n'y a pas qu'à travers mon corps que je peux vivre des trucs. Et cette expérience, elle est tellement compliquée, parce que je suis seul, elle me renvoie à la mort, à l'impuissance, j'ai aucune capacité de m'en sortir, qu'à ce moment-là, je ne peux, je ne sais ou je ne veux vivre cette expérience jusqu'au bout. L'image que je donne souvent à mes clients, c'est imaginez, vous êtes dans votre canapé, vous êtes en train de regarder un DVD, et d'un seul coup, il y a une scène horrible qui arrive, et vous faites pause. Boum. Là, l'image se fixe. Le DVD continue à tourner en boucle. Sauf que tant que vous n'appuyez pas sur play, vous ne pouvez pas finir le film. Si vous ne finissez pas le film, vous ne pouvez pas changer de film. Et donc, en fait, à ce moment-là, le rôle qui vit cette expérience,
En fait, il est devant son lecteur DVD et il attend. Et ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Et toute expérience qui va le ramener à ça va faire remonter l'émotion. Et ça fait que tourner, 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 tourner. Donc, qu'est-ce qui permet de faire thérapie? C'est de se confronter à ce qui n'a pas pu être fini de vivre. Dit autrement, il va falloir terminer l'expérience de vie qu'on n'a pas terminé de vivre pour l'intégrer. C'est que ça. Un deuil, c'est quoi? J'ai fait une vidéo il y a quelque temps sur un deuil. Je m'énervais un peu dessus. Ouais, je m'énerve des fois. En même temps, t'as une nana de 50 balais qui rentre dans ton cabinet, elle vient de perdre sa fille qui a 24 ans il y a 6 mois, et t'as le psy qui lui dit « Oh, il faut faire votre deuil maintenant. » Ouais, je m'énerve là. Un deuil, c'est quoi? C'est une expérience que tu n'as... Un deuil qui n'est pas fait. D'accord? D'ailleurs, entre parenthèses, on ne fait pas un deuil. Hein. Ben non, on ne fait pas un deuil. On le vit. Hein. Je veux dire, moi, la dame, quand elle est venue, elle m'a dit « Il faut que je fasse mon deuil. » J'ai dit « Vas-y, faites-moi le deuil. » Faites-moi. Donc, faites-moi un deuil. Je ne sais pas comment on fait, moi. Un deuil, c'est un processus naturel d'intégration, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas passer à travers des étapes, tu vas vivre ce qu'il y a à vivre, et parce que En fait, vivre un deuil, c'est vivre une fin d'expérience. Que cette fin d'expérience, elle soit en lien avec une personne, en lien avec ton métier ou n'importe quoi, un deuil, c'est vivre une fin d'expérience. Et donc, il faut juste le vivre. En fait, quand tu travailles sur un deuil, c'est que tu vas travailler sur ce qui bloque, sur ce que la personne n'est pas capable, parce qu'il y a quelque chose qui se joue. Alors là, je ne vais pas rentrer dedans, mais il peut y avoir des tonnes de choses. D'accord? Mais concrètement, en fait, l'idée, c'est que là, ça verrouille aussi. Donc, il va juste falloir l'aider à se confronter à ce qu'elle n'a pas pu pour traverser. Mais là, il faut encore qu'elle en ait envie, qu'elle s'y engage, etc. Mais pour se confronter de manière autonome, il y a une chose qui est essentielle, la sécurité. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. La relation patient-thérapeute. Moi, il y a plein de personnes qui viennent me voir sur des conférences, des séminaires, en formation, qui me disent « Ah, mais en fait, ce qui permet de guérir, c'est d'exprimer. » Alors là, je leur dis « Ok, mettez-vous devant la glace et exprimez tout ce qu'il y a à exprimer. » Il ne va rien se passer. En fait, ce n'est pas exprimer les choses qui est importante. Comment ça se fait que quand vous êtes face à un thérapeute ou même à une amie ou n'importe quoi, qu'est-ce qui fait que quand vous parlez à la personne, vous avez l'impression que ça vous fait du bien, que ça vous soulage? La reconnaissance, ouais. Allons plus loin. Alors ouais, ça c'est... Oui, c'est de faire l'expérience d'être écouté. C'est de faire l'expérience d'être reconnu. C'est parce que je vis cette expérience de lien que ça me soulage. Parce que si c'était que le fait d'exprimer, encore une fois, exprimer devant le miroir, d'accord? Ce qui fait thérapie, c'est de pouvoir se confronter et vivre des expériences en sécurité. Et notre rôle à nous, il n'est que là. Moi, dans ma vision des choses, un thérapeute, c'est un créateur d'expériences et c'est une personne qui donne de la sécurité aux gens pour vivre ces expériences. C'est que ça. Et pour la petite histoire, je vous le fais très vite sur ce schéma, mais l'idée, c'est que si les deux seuls systèmes qu'on a qui permettent d'alimenter notre corps, notre expérience, notre espace mental, sont les systèmes réflexifs et les systèmes sensorimoteurs. Système réflexif, c'est les pensées. Vous savez, vous êtes tout le temps en train de penser. Là, depuis tout à l'heure, j'ai perdu la moitié des gens. Ils sont en train de se dire « Qu'est-ce qu'il dit ce con ?» Ça, c'est des pensées. D'accord? Ça, c'est ce qu'on fait pour essayer de comprendre et donner du sens sur le monde. Mais concrètement, ce que nous vivons au quotidien, c'est quoi? Tout le temps, c'est ça. C'est ça qui nous alimente. Et donc, ce n'est pas là qu'il faut passer. Et je vais vous raconter une dernière histoire. Une dernière histoire. Pour vous dire à quel point l'hypnose, en fait, comment elle soigne. D'ailleurs, vous faites la différence entre soigner et guérir? Ça, c'est important. Parce que l'hypnose ne guérit pas. Hein. Le seul qui guérit, c'est lui. Hein. Moi, je ne sais pas comment on fait pour guérir. La notion de soigner, c'est apporter un soin. Et un thérapeute, quel qu'il soit, un médecin, un psycho, un paramédical, n'importe quelle personne qui est dans le soin, ne peut faire que deux choses. Enlever un frein à la guérison. Imagine, tu t'es coupé la main, tu vas désinfecter la plaie. Ou mettre en place un environnement qui booste les ressources du corps. Mettre des strips. C'est les deux seules choses qu'on peut faire. Hein. Prenez tous les métiers du soin. En fait, vous verrez, si vous regardez par ce prisme-là, soit on enlève les freins, soit on booste.
les ressources du corps. On met un environnement qui est favorable. Mais celui qui revient à l'équilibre, c'est lui. Donc, je reçois, pareil, un joueur de très haut niveau d'un sport d'équipe. Il vient me voir parce que il a peur sur un moment de jeu, etc. Il n'a jamais eu peur, et là, il a peur, etc. On fait un travail, on fait 2-3 séances, ça se passe plutôt bien. Et il revient me voir, au bout de 4 séances, il me dit « Putain, Alain, tout va bien. Je refais les matchs, les machins, tout est nickel, je suis dans le temps. » Il me dit « J'ai juste un problème. Il me reste un dernier truc. Je ne comprends pas. Quand je joue à l'extérieur, oh, je cartonne. Quand je joue à domicile, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai une pression, j'ai un truc dans le bide, j'ai l'impression de jouer avec le frein à main. Je ne comprends pas. » Le mec, il est comme ça. Hein. Quand il me regarde, il est 120 kilos, le mec, il vous dit « j'ai peur de… » Ok. Donc, je lui demande un peu qu'est-ce qui se passe. Je lui dis « c'est quand la dernière fois ?» Il me dit « je suis sur le bord de touche, je vais pour rentrer. Et là, je ne suis pas bien. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais ?» Je dis « imagine, là, tu as d'abord de touche. J'imagine que tu es là, et il se passe quoi autour de toi ?» J'entends les gens qui hurlent, qui me regardent, etc. Ok. Écoute-les. Et quand ils hurlent, c'est comme s'ils te disaient quoi ? Il marque un moment, et il me dit « Putain, ils sont en train de crier, tu vas pas y arriver. » Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai crié, tu vas pas y arriver. Et je l'ai répété en boucle, jusqu'à ce que je prenne le truc et que je le mette contre lui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Imaginez un mec de 1m95, 115 kg, un bon gros bébé, et au moment où le « tu vas pas y arriver » arrive, là, il est pris des pieds à la tête, comme ça. Il hurle, il me dit « Putain, je peux plus bouger ». Il est en tétanie, ça monte à 2000. Là, quand vous avez ça dans le cabinet, ouais, garde ton calme. Hein. Parce que là, il me dit « Alain, je fais quoi ?» Moi, je lui dis « T'inquiète pas, mon grand, vis ce qu'il y a à vivre. Faut être quand même bien dans ses pompes, hein, parce que tu te dis qu'est-ce qui va se passer. » Et tu fais tirer, jusqu'au moment où qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout qui lâche d'un coup. Brum. Et là, vous avez votre espèce de mastodonte qui finit allongé sur le sol. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? On l'a juste amené dans sa peur et dans ce qu'il a vu jusqu'au bout. Je l'ai accompagné, on est allé jusqu'au bout et on est remonté. Depuis, il est rentré en match, il n'y a plus aucun problème. Et encore une fois, il n'y a rien de magique, je ne suis pas un super thérapeute. Et finalement, quand on observe ce que j'ai fait, j'ai rien fait. Hein. Je l'ai mis dedans, j'ai répété, j'ai poussé et on est allé au bout, je suis juste resté avec lui. Ce qui soigne dans l'hypnose, c'est de faire des expériences et de finir les expériences qu'on n'a pas pu terminer. Ce qu'on appelle la confrontation autonome. C'est vraiment… Hein ? Mais en sécurité, effectivement. J'allais finir là-dessus. En sécurité. Parce qu'entre parenthèses, s'il n'y a pas de sécurité, on fait quoi ? Trauma. Histoire que j'adore raconter. Une dame qui va voir un psy. Une psy, pardon. Elle a un problème d'abandon, cette dame. Elle a été abandonnée, elle aussi, beaucoup, etc. Et elle raconte son histoire à la psy. Elle fait la première séance, ça raconte, etc. Et puis, à un moment, elle touche quelque chose d'émotionnellement fort. Et là, abréaction. Tout le monde sait ce que c'est une abréaction ? C'est quand l'émotion, elle monte tellement fort qu'on ne peut plus contrôler. D'accord ? Crise de larmes très grosse, elle commence à avoir un peu de suffocation, etc. Et là, la psy, elle fait quoi ? Panique. Elle se lève et elle sort du cabinet. Qu'est-ce qu'elle vient de faire ? Sur trauma. Vous comprenez ? Effectivement, votre réflexion était très bonne, en sécurité. Là, elle aurait dû faire quoi ? Ouais, tu t'assois à côté, vas-y Simone. Pleure. Roule-toi par terre, c'est pas grave. En fait, tant que vous êtes calme et que vous accompagnez ça, ça va dérouler tout seul en fait. Et c'est ça qui est important. Je voulais faire une démo, mais j'aurais pas le temps. Prends-le le temps. Ok. Il y avait une dernière chose, ouais. Montre-moi la photo. Non ? Ouais, après.
Il y a des fans d'Harry Potter? C'est quel moment ça? Alors, on va voir s'il y a des vrais fans. C'est? Ouais, c'est épouvantard, c'est ça? Moi, je suis pas un grand fan, moi. Mais j'ai adoré ce moment-là. Pour ceux qui l'ont pas vu, qu'est-ce qui se passe? C'est dans le 3, je crois. Leur prof s'amuse à les mettre à la queue leu-leu et ils ont une grande armoire où, en fait, dans cette armoire, il y a la plus grande peur. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il les amène à se confronter à leur plus grande peur. Et en fait, c'est ce qu'on fait. La seule différence entre ce qu'on fait et ce qu'eux ils font, c'est que derrière ils ont une baguette magique et lui il va mettre un chapeau de clown à l'araignée. Nous on n'essaye pas de changer ce qui est en train de se passer. L'objectif c'est d'ouvrir ce qu'il y a derrière en sécurité pour pouvoir le traverser. Et c'est exactement ce qu'il fait. Si vous regardez cette scène, lui il sert à quoi lui? C'est la sécurité. C'est-à-dire que les gamins ils sont capables d'ouvrir la porte parce qu'ils savent que derrière ils ont quelqu'un sur qui ils peuvent s'appuyer. Et ce qui est génial, c'est très bien joué ce moment-là, vous voyez, ils sont tous pétrifiés, sont tétanisés, ils n'osent pas y aller, et puis finalement ils y arrivent, et quand ils arrivent, ça relâche. C'est hyper intéressant. Ce moment-là, c'est exactement ça qui fait thérapie. Exactement ça. Pour terminer, est-ce qu'il y a une personne qui voudrait dépasser quelque chose? Quelqu'un qui a envie de poser un truc, ou qui a envie d'expérimenter ce qu'on vient de vivre ensemble ce soir? Alors on ne fera pas une séance de thérapie, j'allais dire, d'1 heure et globale, mais on peut s'amuser à avancer sur un petit bout de chemin. Ah non, mais si elle ne veut pas monter, il ne faut pas monter. Si elle veut monter, elle monte. Si elle ne veut pas monter, elle ne monte pas. J'ai mangé personne, hein? Ouais, allez bien. Oui, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Pour que tout soit clair, on se connaît, on s'est croisés, je peux dire où? Oui. Voilà, c'est un ancien client, donc assis-toi, avec qui on a fait un petit bout de chemin. C'est quoi que tu as envie de bosser? La relation avec un membre de la famille. La relation avec un membre de la famille. Ok, super. Tu ressens quoi là quand tu me dis ça? Ah, on est d'accord. Hein. Tu peux m'envoyer la bouteille, s'il te plaît? Ou n'importe laquelle, je m'en fous. Au revoir, merci. Ok. Ce que je te propose, par pudeur et par... je veux pas savoir qui c'est. D'accord? C'est quoi la relation qu'il y a entre toi et cette personne? Complexe. Ok, c'est-à-dire? À la fois de l'amour et à la fois une espèce de... Pas de haine, mais d'incompréhension. Ok, à la fois de l'amour et à la fois de la haine et de l'incompréhension, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées là-dedans? Il n'y a que toi et... Ah ouais, bah ouais. J'ai un gros nez, c'est pas pour rien. Il y a une autre personne. Ok. Olive, envoie la bouteille. Merde, il est parti. Putain, sans déconner, on n'a plus de merci. Cette autre personne, on la met où? Derrière. Ah. Je voudrais que tu te souviennes de la dernière fois où il y a eu cette scène-là, où ça a été compliqué. C'est quoi le premier souvenir qui te vient? C'est quoi, pardon? C'est quoi le premier souvenir qui te vient là, de cette relation compliquée? Moi, des pleurs, je pense. Ouais, même pas, je pense. Des pleurs de mon côté. Ok, là, tu es en train de me dire comment tu réagis. Ah. Mais vous êtes tous les trois, il y a plus de monde de ce jour-là. Je veux le moment avant les pleurs, moi. Il y a d'autres personnes? Non, que là? Ouais. Ok. Je veux que tu te souviennes exactement. C'est quoi le pire moment? Le moment où... Il se passe quoi dans ce moment-là? Tu le décris? Ouais, il se passe quoi, s'il te plaît? C'est complexe. Il y en a un qui prend le pouvoir. C'est qui prend le pouvoir?
celui qui est devant. Ah, Parce que l'autre, il a une relation aussi complexe. Et du coup, il prend le pouvoir pour dire, voilà, c'est cette relation-là que tu veux, ben voilà, je suis là, je la fais, quoi. ok. C'est quoi les mots qui te font dégonder? Là, tu me parles de général, je veux le moment précis. Le moment où t'as vu ce que tu ressens là? Ouais. Je veux le moment précis où ça déclenche ça là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette personne elle fait ou elle dit? Bah, elle est violente, Quoi? Comment? physiquement, Ah, verbalement. ok. Comment tu la vois cette violence-là? La violence, elle est tournée vers qui? Vers toi ou vers la personne qui est derrière? Ben, c'est là où c'est complexe. Elle est tournée vers la personne de derrière, mais du coup, c'est moi qui la reçois. C'est assez complexe. Et j'ai besoin d'un peu plus de détails là par contre. Concrètement, elle te fait prendre le poids, la culpabilité de ce qu'il y a derrière ou elle te met vraiment ta main dans la gueule? Ouais, elle m'en met un peu dans la gueule, quoi. Ah. Ok. Donc en gros, tu vois cette personne frapper cette personne. Et toi, tu fais quoi quand tu vois que ça... Je la vois pas frapper. Hein. Ah, tu la vois pas? Non. C'est sur toi que ça frappe? Ouais. Ok. Et l'autre derrière, elle fait quoi? Ben, elle réagit pas, justement. Ah. Elle se met pas un peu en les deux, quoi. Bah, tu pourrais observer cette personne qui réagit pas, s'il te plaît. Et c'est quoi qui fait le plus peur, là, avec cette personne-là? C'est ce qu'elle dit, c'est ses yeux, c'est ce qu'elle fait. C'est quoi le moment qui fait le plus peur, là? C'est ses yeux. Merci. Je voudrais que tu observes ses yeux, s'il te plaît. Et je voudrais que tu observes derrière cette personne qui fait rien. Quand tu observes ses yeux et quand tu observes cette personne qui fait rien, qu'est-ce qui se passe en toi? C'est un peu dur. C'est dur? Est-ce qu'on arrête là ou on continue? Non, on peut continuer. C'est toi qui décides. T'as les clés. On y va? Je suis en sécurité. Merci. Ok. Tu vas imaginer que je les prends, ces yeux-là. Tu peux me les décrire? Ils sont froids. Ils sont froids. Ces yeux, je vais les approcher de toi, tu fais rien. Tu observes juste ce qui va faire ton corps, s'il te plaît. Et tu observes juste ce qui se passe quand ces yeux approchent et que la personne derrière ne fait rien. Laisse faire. Observe ce qui est ton corps. Et on va encore approcher ses yeux. Qu'est-ce qui est en train de se passer en toi, là? Ça verrouille? On continue ou on arrête? On arrête. On arrête, ok. On va faire descendre la pression? Ouais. Tranquille. Tout le monde a entendu ce qui s'est passé ou pas? Non? On a pris les yeux, on a approché, et quand ça a commencé... Est-ce que vous avez observé son corps? Ouais, et ça, en fait, si vous regardiez bien, ça faisait ça. Et si je dépassais, on poussait. Et on allait dedans. Et il m'a dit, on arrête. C'est ok, j'ai aucun problème avec ça. Encore une fois, à partir du moment où on rentre là-dedans, moi, c'est la personne qui est là, dans ce qu'elle vit, qui est capable d'aller ou pas aller. Bien entendu, c'est pas forcément évident de faire des choses devant 150 personnes. Et même des fois, dans mon cabinet, il y a des gens qui sont débordés par ce qui se vit et me disent wow. Ça veut dire qu'on a besoin de plus de temps, il y a peut-être d'autres choses à mettre. Ok? Comment tu te sens là de suite? Ça veut dire quoi, ça va? Oui, parce que je sais que tu as repris le contrôle, ça c'est ok, mais ça veut dire quoi? Comment t'es là? Je sens que j'ai vécu quelque chose quand même, quoi. Ok. Tu gardes quoi de ce qu'on vient de vivre là? Qu'est-ce que tu comprends très rapidement ou qu'est-ce que tu gardes? Oui, je vais me rapprocher quand il va répondre. Je vais le répéter. Il y a un affrontement que j'ai pas réussi à faire, je pense. Tu dis quoi? Un affrontement que je n'ai pas réussi à Tu faire. as un affrontement que tu n'as pas réussi à faire? Vous savez pourquoi on n'arrive pas à aller au bout là? Parce que le problème, c'est pas lui. C'est cette personne. Vous avez vu ce qui est en train de se passer?
fait, moi, c'est ça que j'aimerais que tu comprennes. Et c'est OK. T'as le droit de me traiter d'enfoiré, hein. Mais non. Sinon, je serais pas moi. Ouais, je sais bien. En fait, moi, c'est juste ça que je veux que tu gardes en tête. Ce qui est intéressant quand on parle d'expérientiel, quand on recrée des schémas, l'idée, encore une fois, dans ma vision des choses au niveau de la thérapie, ce qui est important, c'est de comprendre les schémas. Quels sont les schémas qui se rejouent? Quels sont les schémas dans lesquels je me suis senti en insécurité? Et là, les stagiaires qui sont dans la salle, vous vous souvenez l'histoire, je vous répète souvent, du lion. Vous savez, le mec qui se faisait défoncer par son père, et de l'autre côté, on a fait 2 fois la séance. C'est une histoire que je vous raconte. Ben voilà, c'est exactement le même schéma. C'est-à-dire que la personne, elle va se focaliser sur ce qui se joue là, mais en fait, c'est jamais l'agresseur le problème. C'est qui n'a pas donné sécurité. C'est qui a autorisé d'une manière ou d'une autre. Et le problème, c'est que si je travaille que sur la relation à l'agresseur, je vais tourner en boucle toute ma vie, en fait. Parce qu'en fait, c'est l'ensemble du système qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça qui fait réagir. Comment tu te sens là? Ça va. Ça va? Oui. On peut l'applaudir, s'il vous plaît? Tu viens me voir après? Oui, on va se voir. Tu pars pas sans que je t'ai vu. Que je sois sûr. Ah. Ce qui est magique avec l'hypnose, vous voyez, enfin, et je terminerai là-dessus. Ça, si je demande à des gens qui sont néophytes et même à des hypnos, on va vous dire que ça, c'est pas de l'hypnose. Parce qu'il n'y a pas eu d'induction, parce qu'il n'y a pas eu de suggestion, parce qu'il n'y a pas eu... En fait, c'est complètement de l'hypnose. Qu'est-ce que j'ai fait tout le long? J'ai eu un langage d'hypnotique, c'est-à-dire que je l'ai mis dans le présent en permanence, et derrière, j'ai juste centré son attention sur ce qu'il ressentait. Et à un moment donné, vous avez vu des bouteilles, lui, il a vu les personnes. Hein. Je suis sûr que je lui demande, on est d'accord, hein? Voilà. Là, il était dans une transe qu'on appelle transe hypnotique. Et ce qui est magique, en fait, avec l'hypnose, qu'est-ce qui permet... Où est la clé? C'est que grâce à l'hypnose, on passe dans l'expérientiel. La clé de l'hypnose, c'est qu'elle permet d'incarner les choses. Et c'est ça qui fait thérapie. Et dans ma vision des choses, en fait, il n'existe pas d'hypnothérapie. Il existe de la thérapie et on va se servir de ce processus attentionnel qui est l'hypnose dans la thérapie. Et donc, ce que moi j'aimerais que vous gardiez avec vous, il y a 2 messages que j'aimerais que vous gardiez ce soir. C'est que, 1, sans sécurité, on ne fait rien. Et attention, quand je dis sécurité, je ne parle pas de confort. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Le confort, c'est je suis dans mon canapé avec mes chips devant la télé et je n'ai pas envie de me lever parce que ça me challenge un peu trop ou ça me bouscule. Pas la même chose. La sécurité, c'est concrètement, est-ce que si je me mets en action et qu'il y a quelque chose qui se passe, est-ce que je vais être rattrapé? D'accord? Regardez les plus grands coachs, regardez les plus grands professeurs, les plus grands enseignants. Ce sont ceux qui permettent de faire des erreurs. Et pourquoi ils permettent aux gens de faire des erreurs? Parce qu'ils leur donnent de la sécurité. Et donc, si vous avez des gens autour de vous que vous aimez, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur donner de la sécurité, sans les étouffer. Mais même vous, dans votre quotidien, quand vous êtes face à un challenge, essayez pas de vous monter la tête en disant « Allez, il faut que j'ai du courage, il faut que je sois fort ». Ça ne marchera pas. Demandez de la sécurité, trouvez de la sécurité. D'accord? Parce que vous n'y arriverez jamais, sinon. La deuxième chose, gardez cette image d'Harry Potter. Ce qui permet de faire thérapie, c'est la confrontation autonome. C'est d'arriver à se confronter aux choses qu'on n'a pas pu se confronter. C'est ce qui est le plus dur dans la vie. Parce qu'on est tous capables de se mentir, de faire comme si ce n'était pas vrai, de regarder ailleurs, de fuir. Et c'est ça qui est le plus dur. Arriver à observer les choses telles qu'elles sont et s'y confronter. Et c'est vraiment un exercice de tous les jours. Est-ce que vous avez des questions? Je répondrai à 1 ou 2 questions. Si vous en avez, si il n'y en a pas, on va conclure. Putain, j'ai été clair. C'était pas gagné. C'était pas gagné. Ouais. J'aimerais revenir sur cette notion de sécurité et d'insécurité. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est subjectif, la sécurité chez telle personne? Est-ce qu'on peut se sentir en insécurité
dans une certaine situation de vie, là où une autre personne ne va pas du tout se sentir en insécurité. Oui. Le thérapeute amène cette sécurité là où on se sent en insécurité. Oui. Alors, oui, mais juste pour aller plus loin, est-ce que vous avez un exemple en tête ou pas du tout? Je ne sais pas, par exemple, quand on fait vivre une scène en thérapie, Ouais. c'est une scène que la personne ne voudrait pas vivre dans le réel parce qu'elle se sent en insécurité. Ah, elle veut même pas le vivre en virtuel. Hein. L'exemple, regarde, l'exemple avec Pierre, il veut même pas le vivre là, tu vois. Mais va aller plus loin, plus loin. Ce que je veux dire, c'est que cette insécurité, c'est la personne qui se... C'est une notion subjective. Oui. Est-ce que... Est-ce que? Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on avait peur de vivre l'émotion, par peur de mourir. Là où Vous avez dit un mot que j'adore. Peur de mourir. Là où, en fait, on pourrait se croire moins solide que ce qu'on est. Ouais, c'est exactement ça. En fait, la sécurité n'est pas subjective, l'insécurité est subjective. En fait, l'insécurité, elle va dépendre de comment j'ai construit ma structure psychologique, comment j'ai construit ma sécurité ou pas. Une des grandes clés pour comprendre ça, c'est la théorie d'attachement. D'accord ? Franchement, au tout début de ma carrière, je me dis, oh, c'est de la connerie. Et puis, mes clients et mes patients, à chaque fois, m'ont fait revenir dedans. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire... tous les gens que je vois en thérapie, il y a tout le temps des problématiques d'attachement à un endroit ou à un autre. L'attachement, c'est quoi? C'est comment mon père et ma mère m'ont donné de la sécurité. Et ça ne veut pas dire que c'est des connards. C'est-à-dire que tu peux avoir les parents les plus fabuleux du monde, ils vont forcément merder à un moment ou à un autre. Il y a forcément un moment où tu vas te sentir en insécurité pour une raison X ou Y. Et c'est quand ces schémas d'insécurité vont se rejouer que je vais passer en mode survie. Pour répondre à la question, oui, c'est complètement subjectif. Je vais donner 2 exemples. J'ai une dame qui vient me voir, qui me consulte. Elle, ce qui lui fait peur, c'est les relations. C'est-à-dire que le simple fait de vivre une relation, c'est insécure. C'est-à-dire que là, on n'est même pas dans une peur de tomber, machin. C'est-à-dire que quand elle rentre dans mon cabinet, bon, j'ai mon fauteuil qui est à peu près là, et le fauteuil de mon client, ma patiente qui est là. Quand elle rentre dans mon cabinet, elle prend le fauteuil. Ok ? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle est en train de me dire, la relation me fait peur. Et comme elle ne peut pas aller plus loin, elle va mettre un coussin entre elle et moi. Donc en fait, son insécurité est là-dedans. À côté de ça, il y a des gens, ils vont plonger complètement avec moi dans la relation parce qu'ils n'ont pas de problème avec la relation. Par contre, ils vont avoir peur, j'en sais rien moi, du vide, ça va se jouer à un autre endroit. Ça va être d'être vulnérable, qu'importe. Mais oui, cette notion de sécurité et d'insécurité, elle est complètement subjective et elle est dépendante de comment je me suis construit. Et d'ailleurs, tout le taf de la thérapie, c'est de trouver où elle est la blessure. Dit autrement, où il est le schéma insécure. Comment la personne se positionne. Est-ce qu'elle est plutôt dans des schémas dits d'impuissance? Est-ce qu'elle est dans des schémas de toute puissance? Voilà, c'est ça qu'on va essayer de trouver et qu'on va essayer de déverrouiller. Oui. Cette question, il y a plusieurs formes de thérapie ericksonienne. Alors on parle d'hypnose. Il y a plusieurs formes d'hypnose, ouais. Ouais, c'est quoi la question? C'était savoir quelle est la différence entre le ericksonien, le truc. Oh fuck. Non, c'est que je vais dire des trucs, il y a des gens dans la salle qui sont certainement formés à qui ça va pas plaire, ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. J'assume. En fait, c'est ça qui est assez drôle. On est dans une époque où il faut absolument cartographier, délimiter une pratique. Et l'idée, à la base, il n'y avait pas plusieurs hypnoses, il y avait l'hypnose. Point. Et à la base, l'hypnose qui était pratiquée était une forme d'hypnose où les suggestions étaient dites directes, c'est-à-dire que, par exemple, si je voulais vous faire lever la main, je n'allais pas vous dire « votre petit bras est comme un petit bras en mousse avec des petits ballons attachés qui s'envolent, et plus les ballons sont attachés, plus... » Non, je vais vous dire, à partir de maintenant, vous allez ressentir que votre bras est léger, il va commencer à s'élever. Basta. Deuxièmement, l'hypnose, comme elle était faite classiquement, elle était dans des postures d'autorité. Mais quand on réfléchit 2 secondes d'où elle vient l'hypnose, un neurologue, un médecin, c'était que des médecins qui pratiquaient ça à l'époque, ou des gens de scène.
Donc forcément, ils avaient des postures très très hautes. Et d'ailleurs, ce qui permettait aux gens de suivre et d'exécuter ce qu'on leur demande, c'était la position haute. La dernière fois, je la mettrai en ligne, la soirée du vivant 8, n'hésitez pas à aller la voir sur YouTube, j'en parle au tout début. Au tout début, je me suis amusé pour ceux qui étaient là, j'ai fait un spectacle d'hypnose qui a duré 5 minutes. J'ai fait monter des gens, dormir sommeil, je les ai allongés par terre, j'ai fait un truc, juste pour vous montrer qu'en fait, à partir du moment où on met dans certaines conditions, les gens vont suivre. Le problème, c'est que si vous avez quelqu'un qui ne va pas forcément accepter l'autorité, ou qui, face à l'autorité, va rentrer, eh bien ça ne va pas fonctionner. Et il y a un petit malin qui s'appelait Erickson. Pour la petite histoire, l'hypnose est née en France. C'est vrai, on est le berceau de l'hypnose, on est le berceau des psychothérapies occidentales. On est le berceau. C'est parti en couille en 1900. Quand en fait ils ont tapé, la pharmaco a tapé sur l'hypnose, la psychanalyse a tapé sur l'hypnose, etc. Donc l'hypnose est tombée dans nos études et c'est parti aux États-Unis. Et là, il y a un mec qui s'appelle Clark Hull dans les années 30, qui était chercheur dans une université, qui a commencé à faire des recherches, et il avait un étudiant en psychiatrie qui s'appelait Milton Erickson. Et Milton Erickson était un génie de la communication. Et en fait, il a révolutionné la manière de faire de l'hypnose, parce que pour la première fois, il ne faisait pas d'hypnose directe. Ou plutôt, il ne faisait pas que de l'hypnose directe. C'est le premier qui a commencé à faire ce qu'on appelle les formes de suggestion indirecte, qui a commencé à se mettre sur ce qu'on appelle des positions basses, c'est-à-dire qu'au lieu de monter en autorité, de vous forcer, il allait au contraire jouer sur, alors j'aime pas le mot sympathie, mais en tout cas, il allait jouer sur d'autres postures pour ne pas déclencher de résistance. Ok ? Et là, il y a des gars qui sont allés le voir dans les années 70-80, parce qu'il commençait à être super réputé, il avait des résultats que personne n'avait, et qui ont commencé à aller voir ce qu'il faisait. Et ils se sont rendus compte qu'il faisait des choses différentes des autres hypnos. Sauf que pour la blague, Milton Erickson, 90% du temps, il faisait des suggestions directes. À la fin de sa vie, pour la petite blague, Milton Erickson, personne ne voulait lui serrer la main parce qu'il faisait ce qu'on appelle des handshakes. C'est, vous savez, là, dormir sommeil. Il s'amusait à le faire régulièrement. Donc, en fait, ils sont allés et tout ce que Milton Erickson faisait pareil que les autres, ils l'ont mis de côté et ils n'ont gardé que ce qu'ils faisaient différent. Et de là, ils ont commencé à créer une forme de communication qu'on appelait la communication ericksonienne et de là est née l'hypnose ericksonienne. Et à partir de là, c'est rentré, chacun commence, et puis il y a la PNL qui s'est mêlée, enfin je sais pas. Et on a commencé à avoir un style qui était l'hypnose ericksonienne, en concurrence de l'hypnose classique. Et ça a commencé à partir en cacahuète dans les années 80-85, où les mecs ont commencé à pratiquer l'hypnose, et ils ont tous commencé à sortir une forme d'hypnose différente. De l'hypnose classique, on est passé ensuite à de l'hypnose médicale. En fait, l'hypnose médicale, c'est de l'hypnose mais pratiquée par des médecins. On est passé à de l'hypnose dite flash à un moment, on est passé à de l'hypnose spirituelle, et en fait, chaque personne qui faisait un nouveau protocole ou qui proposait une autre manière on lui mettait des étiquettes. Et on arrive aujourd'hui, il y a des moulons de pratiques différentes. Hein ? Chacun fait un peu ça. Ouais, et surtout chacun met des labels pour faire des formations. Ah bah ouais. Bah ouais, parce que si je fais de l'hypnose humaniste et que derrière je te fais faire de l'hypnose... Enfin voilà quoi, et quand tu viens faire de l'hypnose, tu fais le premier niveau, et puis je te fais le deuxième niveau, puis le troisième, et puis... C'est ultra rentable. Donc en fait, c'est pour ça que moi, cette vision-là, elle n'est pas OK pour moi en fait. L'hypnose, c'est un processus attentionnel. Après, le comment je fais pour que la personne sente son attention sur ses ressentis et joue avec son imaginaire, mazel tov. Là, il y a plein de techniques de communication, amusez-vous. Amusez-vous. J'ai une petite question. Et ce sera la dernière. Alors, je vais poser la plus importante, puis de l'autre, je l'enverrai par... Avec plaisir. Alors, excusez-moi, si jamais vous avez des questions, s'il y a des morceaux de la conférence que vous voulez revoir, s'il y a des PowerPoint qui vous ont intéressé, etc., et que vous avez compris parmi la merde que j'ai fait, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à me demander ou à m'envoyer, je vous enverrai tout ça petit à petit. Je vous écoute. Est-ce que notre système réflectif Ouais. intègre du monde ce qu'il est réellement ? Vous avez 3 heures.
Non, mais vous pouvez aller un peu plus loin. Est-ce que vous pouvez me la préciser, la question ou Parce que je crois l'avoir compris, mais je ne veux pas répondre à côté. Est-ce qu'on voit vraiment le monde tel qu'il est? Alors la réponse est non. Il y a juste, c'est pour ça, il y a une confusion, il y a deux choses. Tu peux me remettre le... Ouais, merci. J'en ai parlé la dernière fois, j'ai voulu le zapper un peu vite parce que je ne voulais pas qu'on se perde là-dedans, mais je vais le refaire très rapidement. Ça, c'est notre réalité. L'idée, c'est qu'en fait, nous avons tous un espace mental. Okay ? Dans cet espace mental, nous allons capter, laisser rentrer des informations. Là, par exemple, quand vous êtes assise, vous rentrez certaines informations, mais par exemple, ce qui se passe autour de vous, derrière vous, vous ne l'avez peut-être pas rentré. D'accord ? Ça dépend où vous mettez votre attention. Mais là, quand je suis en train de vous parler, logiquement, vous n'avez pas attention à la personne qui est derrière. Peut-être maintenant, oui. D'accord ? L'idée, c'est qu'en fait, votre réalité à un instant T dépend des informations que vous captez. Je m'amuse à faire ça en formation. Je leur dis, OK, ils sont passés par une porte et on arrive dans une salle. Et je leur dis, sortez une feuille et dessinez-moi la porte. Et en fait, on a comparé les portes, il n'y en a pas une qui est pareille. Parce qu'en fait, en fonction d'où ils ont mis leur attention et ce qu'ils ont gardé comme information, ils vont avoir tous leurs portes. Ça veut pas dire, ça veut juste dire qu'en fait, on a de la réalité, nous n'avons qu'une représentation. Et en plus de ça, notre espace mental est limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter 25 informations en même temps. Aujourd'hui, ce qu'on appelle des chunks d'informations, il y a les psys qui sont à peu près d'accord pour dire qu'on peut traiter à peu près en même temps 4 plus ou moins 2 informations. C'est-à-dire qu'à chaque instant, c'est ça qu'on va traiter. Et cet espace mental, les informations qu'on laisse rentrer dedans, on va les envoyer en mémoire. Et c'est ça qui va construire notre personnalité, qui va construire nos croyances. Je vais faire un exemple un peu capillotracté, mais c'est pour ça que si vous avez un environnement sécurisé, qu'on vous donne de l'amour, vous, votre cadre de vie, c'est les relations, c'est sécure. C'est cool l'amour. Et donc, quand vous allez rentrer dans d'autres relations, vous n'allez pas avoir de problème à prendre des gens dans les bras, à vivre, etc. Vous n'allez pas avoir peur. Si par contre, dans votre vie, vous avez été déglingué par votre père, déglingué par votre mère, déglingué par votre frère, vous êtes rentré à l'école, vous êtes déglingué par les 3 premiers qui arrivent, votre cadre de réalité, c'est « les autres, c'est violent, quoi ». D'ailleurs, vous allez vivre dans un monde de violence. Et ce qui est le pire, c'est que comme vous allez vivre dans un monde de violence, vous allez vous comporter comme si le monde était violent. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Comme un loup, il va plutôt aller croquer un mouton qu'un autre loup, vous allez encore plus attirer les loups. Les croyances s'auto-vérifient. Donc ça fait que votre espace mental va créer votre structure. Jusque-là, vous me suivez. Sauf qu'il n'y a que 2 types d'informations qui vont rentrer dans mon espace mental. Que 2. Ce qu'on appelle les informations dites sensorielles. Et ça, elles rentrent dans votre espace depuis le tout premier moment où vous êtes là. C'est toutes les informations sensorielles qui viennent de l'extérieur du corps, de l'intérieur du corps, de votre imaginaire, d'accord ? C'est tout le système sensorimoteur. Et vers l'âge de... S'il y a des psys du développement, n'hésitez pas à m'aider. Je crois que c'est 2-3 ans quand le langage commence à se il y a la permanence de l'objet et ensuite il y a la construction du langage, etc. Là, le système réflexif commence à arriver, petit à petit. Il se construit. Le système réflexif, c'est quoi ? En fait, c'est arriver à penser le monde. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que vivre l'information qu'on va avoir, on va commencer à prendre du recul et à l'observer, l'analyser et la commenter. Ce qu'on appelle les métacommunications. Sauf que c'est là que ça devient rigolo. Comment on fait pour penser ? Qu'est-ce qu'on utilise pour penser ? Des mots. C'est-à-dire que vous ne pensez qu'avec des mots. Mais la blague, c'est que les mots que vous utilisez sont dépendants du système et de la culture dans laquelle vous êtes né. C'est-à-dire que si vous êtes né dans un environnement qui utilise 500 mots, votre capacité à penser le monde va être vachement plus réduite que si vous êtes dans un environnement qui vous a fait connaître des milliers de mots. C'est un truc que Allez voir un mec qui s'appelle Franck Lepage, j'adore beaucoup, il en parle de ça. À un moment donné, les mots sont des concepts. Si vous parlez de travailleur, ce n'est pas la même chose que si vous parlez de salarié.
Si vous écoutez le mot, un travailleur, c'est quelqu'un qui offre sa force de travail à. Un salarié, c'est quelqu'un qui prend un salaire. Et donc, en fonction de comment vous utilisez les concepts, vous allez penser le monde d'une manière ou d'une autre. L'idée, c'est qu'en fait, on a ces deux types d'informations qui viennent là. Et ça va colorer notre monde en permanence. En permanence. Et en fonction de à quoi on donne la priorité, notre monde va se colorer. Vous avez bien compris que dans le mode de vigilance classique, on a plutôt tendance à être par là, plus en récupérant les informations de l'extérieur. Quand on est dans le mode hypnose, en fait, on passe par là en priorité. Donc, pour en revenir à votre question de manière simple, non, nous n'avons qu'une perception de la réalité et personne ne sait ce qu'est la réalité. Merci. Deux informations pour terminer, deux petites informations pour terminer. La première, il y a des gens qui m'ont demandé, on ouvre notre cycle de formation dans 2 mois, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir m'en parler, sinon vous pourrez trouver toutes les informations sur le réseau. On forme, Jenny et moi, à notre manière de pratiquer, qui est issue de nos recherches en psy depuis de longues années. Donc n'hésitez pas à venir. Et deuxième information, bloquez la date du 15 décembre. J'adore cette photo. J'aurai la chance, ou pas, de monter sur scène avec ma chère et tendre, qui partage ma vie, qui est psy avec moi, et on parlera de couple. Ça risque d'être une soirée assez rigolote, vu la place que ma... Ouais, je pense que ça va friter, ça va être drôle. Ça va être drôle, c'est un vrai challenge. Donc on va parler de couple et on vous réserve pas mal de petites surprises. Ça va être une soirée qui va être plus rigolote que celle-là et sur laquelle on va véritablement venir sur comment ça fonctionne un couple. Et bien entendu, on n'aura absolument pas la prétention, ma compagne et moi, de vous montrer un couple parfait, parce qu'on ne l'est pas, mais on jouera avec ça. Pour terminer, j'aimerais remercier, comme d'habitude, la ville de Toulon, Philippe, notre régisseur, mon bras droit qui est là, qui court dans tous les sens. Applaudissez-le parce qu'il a passé les schémas de maître ce soir. Pour la petite histoire, il a eu le PowerPoint à peu près 15 secondes avant que je rentre sur scène. Donc, il a bien géré, Je voudrais également remercier ma maman qui nous a fait les entrées. Merci également à tous d'être là et de répondre présent à chaque fois, ça me touche énormément. N'hésitez pas à balancer sur les réseaux que vous étiez ici si ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, vous n'étiez pas là. N'hésitez pas également si vous avez des envies de thèmes sur une soirée du vivant, s'il y a des choses qui vous ont plu, s'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à venir nous chercher, nous poser des questions. Sur YouTube, vous allez avoir toutes les soirées qui seront mises à partir de maintenant. On va essayer de les mettre en entier, d'où les super caméras de la mort, etc. En tout cas, merci énormément pour votre venue. Rentrez bien chez vous et prenez soin de vous. Merci beaucoup, au revoir.